Je rentre du samedi matin. L'avion, donc Denver-San Diego. Ouais. Littéralement, je plie mes valises. Et tu repars. Et dimanche matin, je pars et je conduis 17 heures de route en une traite. Ah bah oui, du coup, tu fais en voiture. Ah, vache. Ouais, 17 heures en une traite. Mon appartement, je l'ai laissé à un de mes meilleurs amis qui était là-bas, qui avait besoin d'un appart. Donc en fait, voilà. Tout s'est bien arrangé. Et je lui ai laissé tout. Je lui ai dit, écoute, tu gardes tous mes trucs, c'est pas grave, c'est à toi maintenant. Et... À ce stade-là, ça surprend plus personne dans ton entourage que tu te barres d'un coup. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, et c'est exactement ça. Je pars dimanche matin, je conduis 17 heures parce que c'est environ 17 heures, c'est la route. Je me suis arrêté 2 fois pour manger, mais déterminé, quoi. Je commence lundi matin le travail, quoi. Et j'arrive sur Denver, donc c'est par l'arrière, hein, du coup, par les Rocheuses. Et vers 1h du matin, je me dis, bon, je suis à 2 heures de route. Et le patron venait à 5h du matin, donc j'ai le temps. Je m'arrête, je fais une sieste. Je me réveille et là je suis englouti de neige. Il y a eu une tempête de neige pendant que je dormais. Donc je me réveille, j'ai super froid. Je dois sortir. Et puis t'as pas forcément l'habitude, t'es pas forcément équipé, quoi. J'ai pas de neige, j'ai rien en fait. Je suis pas au courant de les chaînes. Je sais pas mettre une chaîne sur un pneu. J'ai même pas de chaîne en fait. Et du coup, je nettoie la voiture un peu. Là, à la main, du coup. Bah oui, c'est ça, à la main. Je pars et là, c'est les 2 heures de route les pires de ma vie parce que tu sais pas où t'es. Déjà conduire dans les Rocheuses, c'est pas toujours facile, même par beau temps. C'est ça. Alors t'es dans les Rocheuses. Tu montes, tu descends, faut pas appuyer trop sur les freins. Mais c'est exactement ça. Et t'as pas l'habitude. Moi, je viens du nord de la France. Au pire, il y a du verglas, mais tu vois, il neige pas comme ça. Il est 4h30 du matin, il commence à 5h. Et là, je me dis, bon, j'attends devant la boulangerie, je vois mon patron arriver. Ah, donc t'arrives à arriver donc j'arrive, j'arrive à 4h30 environ, quelque chose comme ça. Et il commence à 5h, et là, il arrive, et le premier truc qu'il me dit, c'est ok, bah, viens, je te dépose à la maison, que tu puisses dormir. Et moi, je dis, non, je travaille. Je suis venu pour bosser, quoi. Et tu sais pourquoi je veux travailler ? C'est parce que si je loupe lundi, j'ai une journée de salaire en moins. Ouais. Ah là, c'est trop important, je peux pas. Là, ça fait 2 mois que je vis sans argent. Non, je travaille dès que je peux. Je suis motivé, mais à fond. Ouais. La célèbre chef cuisinier Anne-Sophie Pic dit que l'on nourrit son expérience de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Elle dit aussi que l'erreur est l'un des ingrédients les plus importants de l'expérience. L'expérience, Julien Renaud, il en a toujours voulu. Mais alors qu'il commençait à gravir les échelons, en France, là où il a été formé, on lui a souvent reproché son jeune âge. Pourtant, des idées, il en a. Et clairement, il n'a pas peur de travailler pour réussir. Alors un jour, il se dit que son futur est peut-être ailleurs. Il tombe sur un forum en ligne de Français établis autour du monde et découvre que la ville de San Diego vit une pénurie sans précédent de boulangers. Ni une ni deux, le voilà qui se met en tête de partir s'y installer. Aujourd'hui entrepreneur aguerri à la tête de la belle French Bakery, avec une passion toujours intacte pour la pâtisserie, Julien me raconte son parcours de la Californie aux montagnes rocheuses, puis dans la région de Denver, là où il est aujourd'hui. Il partage sa rage de réussir, son envie d'entreprendre, mais aussi de partager afin de soutenir celles et ceux qui voudraient tenter l'aventure américaine. Je vous préviens, cet épisode va vous donner faim, va vous donner beaucoup de conseils, et si vous aussi, vous avez un rêve comme celui de Julien, j'espère que son histoire vous inspirera à vous lancer vous aussi. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Oui. Bonjour, hi. Où est-ce que tu veux t'installer ? On va être aussi dehors. C'est plus ce que tu préfères, tu vois, vu que tu as l'habitude pour tes sons. Ouais, non, c'est calme, c'est quand même royal au mois de mars de se poser dehors. Et là, tu fais que ça maintenant ? Ouais, je fais que ça. Oh putain, c'est fort. Ouais. Hop. Vas-y, tu veux prendre le micro juste qu'on teste le son ? Ouais. Vas-y. Ah, je m'attendais même pas à des micros et tout comme ça, quoi. Ah bon, tu pensais que j'allais faire avec quoi ? Je sais pas. C'était un truc ici qu'on parlait simplement. Là, non, le son est pourri. Là, c'est le micro. Ouais, non. Et puis j'ai ça en fait pour prendre l'ambiance quand j'arrive généralement. J'aime bien avoir la première rencontre. Pour avoir le début en fait. Ouais, parce que c'est naturel. En fait, c'est ça. C'est pas stage du tout, quoi.
Eh ben, merci beaucoup de faire un peu de temps pour moi. Je t'en prie. C'est un petit peu incroyable. On est en début mars. Tu vois les montagnes en face de nous complètement enneigées. On est en terrasse, t'es en t-shirt, t'es en short. Ah non, je t'ai pas en short. C'est ça, ce matin, parce que hier il faisait un peu froid. Ouais. Et ce matin, je pars et je m'apprêtais à mettre mon blouson. Et en fait, je me suis dit, je vais regarder la météo quand même avant, parce qu'il fait un peu froid le matin. Et finalement, je vois soleil et tout. Donc en fait, je suis parti en t-shirt. Ouais. Ah, c'est ça, non, mais c'est incroyable. C'est ça. C'est combien de temps que t'es dans le Colorado ? Colorado, ça fait 13 ans. Et c'est ta première destination US ? Non, première destination, c'était à San Diego. Ok. Et à San Diego, je suis resté environ 2 ans. Mm-hmm. Et après c'était le Colorado. D'accord. Alors vas-y, on va revenir un tout petit peu en arrière. Ouais. Parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai vu du coup la grande opération que tu as lancée avec... c'était quoi ? Tu as fait ton apprentissage à Auchan, Ouais. dans le nord de la France ? C'est ça. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis intéressée, si tu veux, de voir de comment tu as commencé là, comment tu es parti aux États-Unis. Est-ce que tu peux me raconter un peu à quoi ressemblait ta vie finalement avant de partir ? Bah ouais, parce qu'en fait, c'est de là que ça commence. C'est de là que ça commence. Et en fait, tu peux pas comprendre l'histoire tant que tu connais pas d'où je viens. Ouais. Donc moi, je suis issu d'une famille d'ouvriers, Ouais. nord de la France. Donc je suis à Lys-les-Lannoy exactement. Je suis né à Tourcoing, grandi à Lys-les-Lannoy. Ouais. Donc Lys-les-Lannoy, c'est vraiment juste à côté de Roubaix, à côté de l'usine de Roubaix. D'accord. Les gens connaissent beaucoup l'usine de Roubaix. Ou si tu regardes le Paris-Roubaix, ils arrivent au Vélodrome. Ok. De Roubaix, et le Vélodrome, c'est exactement juste à côté de chez moi. D'accord, ok. Et donc j'ai grandi là-bas. Vers 16 ans, j'ai eu des soucis à l'école. Ok. Des soucis à l'école où je me suis fait harceler. J'ai été dans un lycée où j'avais très peu d'amis du coup. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé à plus vouloir aller à l'école. Et Avant ça, tu voulais faire quoi dans la vie ? Enfin, t'avais des idées ou pas aucune particulièrement ? idée. Ouais. Aucune idée. Donc en fait, c'est pas plus mal dans un sens. Aucune idée de ce que je voulais faire. Et j'étais parti en seconde générale, Ok. éventuellement pour faire un bac S. Parce qu'en maths, je pense que j'étais un peu mieux que les autres matières, Ouais. mais aucune idée. D'accord. Mais par contre, un truc qui était clair, c'est que je savais que j'allais toujours travailler dur. Parce D'accord. que dès l'âge de 12 ans, je faisais des ménages chez des grands-mères. Ah ouais ? J'essayais de trouver du boulot dans ma ville. Pour gagner ton propre argent Ouais, ou... pour gagner mon propre argent, parce que l'argent, moi, je l'ai jamais eu quand j'étais plus petit, Ouais. en fait. Et mes parents, ils ont toujours galéré. Grosse valeur travail, quoi, en grandissant. Grosse valeur travail, parce que donc mes parents, ils ont jamais été au chômage, Ouais. mais ils ont toujours travaillé dur, Ouais. et ils ont toujours galéré. D'accord. Et donc je voulais travailler pour faire mon propre argent parce que je voulais des choses que mes parents pouvaient pas m'acheter. Ça commence par les baskets, tu vois, je voulais des belles baskets et en fait je Un vrai trouvais truc pas. de lycéen. Bah oui, un vrai truc de lycéen. Et en fait à la place, non, ma mère, on allait au champ et on changeait les chaussures et on sortait du magasin en faisant de rien. Donc en gros elle les volait parce qu'elle pouvait pas me les acheter. Ouais. Et elle a jamais osé me le dire. Ouais. Et ça c'est des souvenirs que j'ai. Que t'as compris après quoi ? Mais complètement. Et je me suis dit, il faut que je fasse de l'argent. En fait, Ouais. je peux pas rester dans ce mode de vie où on gagne pas d'argent. Ouais. Donc, je voulais travailler pour ne pas que ce soit mes parents qui payent déjà. Ouais. Donc, depuis déjà petit, je savais que je voulais travailler. Mais par contre, le domaine, oui, absolument, je savais pas du tout. Et comme il y a eu ce problème à l'école, Ouais. j'ai eu mes parents qui sont du coup très bons parents en me disant, Julien, tu peux juste pas aller à l'école. Ils étaient ok que j'aille pas à l'école, mais Pour faire peux autre pas chose, rester à quoi. la maison. Ouais, c'est ça. Voilà. Fallait que tu aies un projet, Donc, quoi. c'est soit je vais travailler, soit je vais à l'école, et ils m'ont Ouais. parlé d'apprentissage. D'accord. Et du coup, l'apprentissage, je me dis, il y a un peu d'école, il y a le travail, Ouais. j'apprends un métier. Donc ça me Et semblait toi aussi qui veux gagner logique. un peu d'argent tout de Et suite, voilà, tu ça me commences à te rémunérer. ça me semblait super logique. Surtout que je savais pas dans quel domaine aller, donc je me suis dit, c'est logique. Moi, je reste Ça à te l'école permet quand même. d'explorer. Ouais. Voilà. Et conseillère d'orientation, et elle me donne plein de métiers. À l'époque, c'était là où on incitait beaucoup les gens à faire des métiers de bouche. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup, il y avait pas de main d'œuvre, il manquait beaucoup de personnes dans ces domaines. Et à un moment, elle est tombée sur la pâtisserie et je me suis dit, pourquoi pas. T'en avais déjà fait la pâtisserie Non, non, Ah ouais jamais. Et en fait, elle me dit, t'as déjà fait des gâteaux avec ta mère et tout. Non, en fait. Même pas. Ouais, éventuellement, peut-être quand j'étais vraiment petit, mais sinon jamais. Ouais. Et je me suis dit, pâtisserie, pourquoi pas. Et en fait, Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans, du coup ? j'en ai aucune idée. Ça, c'est ouf. J'en ai aucune idée. Je me suis dit pâtisserie, faire des gâteaux, pourquoi pas. Mhm. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit pourquoi pas. Pour le coup, c'est propre à mon image, c'est que j'ai même pas essayé de faire un gâteau ou essayé de voir si ça me plaisait. J'ai direct cherché un apprentissage dans ça et je me suis mis à fond dedans. Ah ouais, d'accord. Et j'ai trouvé l'apprentissage du coup. Alors moi qui connaissais rien à la pâtisserie, je savais même pas la différence entre un industriel et un artisan aussi. Et je trouve un apprentissage à Auchan-Lers. Donc ça c'est pour le coup, c'est là où ma mère elle faisait ses courses. Et elle a arrêté le chef de rayon, elle lui a demandé et du coup elle revient vers moi en me disant il y a peut-être une opportunité là-bas. Donc je vais donner mon CV, etc. Je fais les choses et là je commence la pâtisserie. Donc Mais du coup, comment ça se passe ? T'as jamais été à l'école pour l'apprentissage ? Tu commences par le stage ?
En fait, l'apprentissage. T'as pas une base de théorie un peu ou... Non, en fait, D'accord. tu commences l'apprentissage. En faisant quoi? Tu fais 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. D'accord. Ouais, donc Du t'as coup, pas eu de grosse formation avant d'y aller. J'aurais dû faire un stage à la base. J'aurais dû essayer de voir si ça me plaisait avant, mais je l'ai pas fait. Mais comme t'as pas peur, t'y vas. Voilà, exactement, c'est ça. Donc ça colle aussi au personnage. Ouais. Et j'ai commencé, et en fait, le premier jour, on m'a fait emballer des gaufres. Et là, je me suis remis en question, je me suis dit, punaise, est-ce que c'est ça de métier d'être pâtissier, mettre des gaufres dans des boîtes? Et en fait, le deuxième jour, j'ai vraiment commencé la pâtisserie. Et là, on a commencé à faire une génoise, on a commencé à faire des éclairs, on a commencé à faire des choses. Ouais. Et là, je suis tombé amoureux. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais je me suis dit, putain, j'adore, en fait, et c'est pas un travail. Je me suis dit, comment ça se fait que c'est la création. Je vais être payé à faire des gâteaux, c'est super. Et, je me suis dit, c'est pas un travail. Pour moi, un travail, encore une fois, je fais la relation avec mes parents, c'est un travail en usine. Ouais, c'est un truc difficile. Voilà, c'est de la manutention. Ouais. Et je me suis dit, et là pour le coup, même si pâtissier c'est difficile, quand même, oui, ce que j'allais dire, c'est pas non plus. C'est difficile, mais j'ai rien ressenti de ça. Et en fait, j'ai tout mis mes billes dedans. Ouais. J'ai commencé à fond, j'ai adoré et j'ai découvert que j'étais créatif. Je savais pas. Okay. Je savais pas que je pouvais être artistique. Et du coup, j'ai tout mis dedans et j'ai adoré. Et j'ai juste jamais pensé à demain. D'accord. Donc j'ai fait mon apprentissage, j'aimais beaucoup et j'ai travaillé très dur dans ça. Après 2 ans, j'ai eu mon CAP de pâtissier. Et après ça, je me dis quoi d'autre. Mon maître d'apprentissage me dit chocolatier, Julien, il faut que tu fasses chocolaterie vu que tu as des notions. Donc on a commencé chocolaterie et à Auchan même, je faisais tous les décors chocolat artisanal. D'accord. Pour toutes les donc commandes. Auchan artisanal, tu vois, quand tu dis la différence industrielle artisanale, oui, en fait, Auchan on s'y attend pas forcément. En fait, Auchan c'est pas des industriels, c'est des semi-industriels. C'est-à-dire qu'un artisan, il va prendre fierté à utiliser des ingrédients de meilleure qualité et des recettes qui sont riches et tout faire à la main. L'industriel, c'est des gros groupes où ils ont beaucoup d'argent, où il y a des machines qui sont quand même installées un peu. Pour qu'il y ait une productivité, pour qu'on puisse attirer un public avec moins d'argent. C'est juste, voilà, il faut que ce soit moins cher. C'est pour baisser les prix, quoi. Okay. Voilà, c'est pour baisser les prix. Et donc, du coup, forcément, il y a des étapes que tu fais pas, il y a des étapes que tu fais moins bien, il y a des produits comme des tartes. Un fonçage de tarte, ça prend du temps. Ouais. Et du coup, l'artisan le fait parce qu'il en fait 20 par jour ou 100, ou il y a des gros artisans aussi. Mais c'est beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'entraînement, il faut être dessus en fait. Auchan, il va les acheter déjà faites. Par contre, la crème pâtissière, les fruits, machin, etc., il va faire des choses. Et en fait, Auchan Lers, où j'ai été, le chef de rayon qui est maintenant directeur Auchan France de la pâtisserie boulangerie, quand même, il a évolué aussi. Lui venait de l'artisan et il voulait changer un peu le modèle d'Auchan et recruter des vrais artisans. Donc t'es arrivé au bon endroit. Et en fait, je suis arrivé au bon endroit, mais bien sûr. Et bien sûr. Et il y a des grandes surfaces qui sont autres qu'Auchan aussi. Je regarde les pâtisseries, ça me donne pas du tout envie, on est d'accord. Mais ceux Auchan, je sais pas pourquoi, vraiment, ils ont mis l'énergie et je suis très 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 bien tombé. Trop bien. Donc j'ai commencé l'apprentissage. CAP pâtissier, donc je l'ai eu facilement. Ensuite, je suis parti dans la chocolaterie, où j'ai eu mon CAP chocolatier, donc j'ai été fier de pouvoir dire que je suis chocolatier. Et après ça, je voulais faire un brevet de maîtrise. Et c'est là où mon maître d'apprentissage à Auchan m'a dit, Julien, c'est bien, mais il faut pas que tu le fasses à Auchan. Une fois son CAP en pâtisserie en poche, Julien enchaîne donc avec un CAP en chocolaterie au sein du même centre d'apprentissage. Alors qu'on l'encourage à poursuivre avec un brevet de maîtrise, son directeur d'apprentissage le pousse vraiment à aller le faire ailleurs. Et ce, pour son plus grand bien, afin de lui assurer une formation plus technique et complémentaire des premières. Julien choisit donc un artisan, chez qui il va le faire, mais finalement, rien ne se passe comme prévu et il claque la porte 3 semaines plus tard. Il trouve alors un emploi en CDI, mais très vite, alors qu'il prend des responsabilités, son jeune âge est un frein qui empêche sa progression. Cette mauvaise expérience se répète 2 fois, jusqu'au jour où, en parlant avec un copain parti faire un stage de fin d'études en Lituanie, Julien se dit qu'à l'étranger, on lui donnera peut-être sa chance en faisant fi de sa 20aine d'années. À l'époque, j'ai un ami qui a été faire un Erasmus en Lituanie. Et à la fin de son Erasmus, il y avait 23 ans. On lui propose un job de directeur d'opération dans une grosse boîte. Et tu dis, mais en fait, c'est possible. Et en fait, il me dit, Julien, c'est ouf, il n'y a qu'en France qu'on pense comme ça. À l'étranger, on ne regarde pas à l'âge. Et du coup, ça a été le déclic. Donc c'est pour ça, donc tout collait ensemble. Je me suis dit, ok, je pars à l'étranger.
Et donc du coup je recherche une destination. On m'a vendu du rêve quand j'étais petit en fait, parce que quand je suis petit, on est dans le nord de la France, il fait pas beau, tu vois, et en fait dès qu'on peut s'évader, on part dans le sud de la France, à la plage, et c'est les vacances familiales, et c'est là où on économise toute l'année pour y aller, et on n'y va pas tous les ans, mais quand on y va... Donc le rêve dans la famille dans laquelle tu as grandi, c'est le soleil, d'être à la mer. plage. Voilà, c'est exactement ça. Exactement là où on est. Ouais, bah en fait c'est plus ça du tout, c'est vrai, mais il y a le soleil au moins. Il y a le soleil, c'est vrai, et la chaleur. Il y a le soleil, mais c'est pour ça que du coup je me dis les États-Unis, La Californie, la Floride ou la Californie, parce que voilà, c'est magnifique. Ouais. Nouvelle-Calédonie. D'accord. Ah oui, donc. Australie. D'accord. Et là, parce que c'est des destinations qui me font rêver, quoi. Ouais. J'en ai aucune idée, j'ai jamais voyagé de ma vie en fait. Je suis resté, j'ai été juste en Espagne au Pertus, c'est tout. Pertus, c'est quoi? Au Pertus, c'est à la frontière espagnole, dans le sud de la France. Ok. Et j'étais en Belgique parce que la Belgique, à la C'est 5 juste à minutes, côté, je vais chercher des cigarettes pour ma mère. Tu vois, donc je connais pas l'étranger en fait. Ouais. Vraiment, je connais pas, je parle pas anglais, j'ai aucune Mais même notion. pas peur. Bah non, parce qu'en fait, je sais pas, je me dis, j'ai un point. Où je peux toujours revenir. Ouais. C'est-à-dire que je m'en vais, mais ça marche pas, je reviens. Donc en fait, ça me fait pas peur du tout. Donc aucune inquiétude par rapport à ça. Et là, je fais des recherches sur Internet. À l'époque, donc ça fait 15 ans en arrière. 15 ans en arrière, c'est que des forums, il n'y a pas Facebook trop. Et Facebook, comment ça s'appelle ? Ouais, c'est le début, 2007. Ouais, c'est le début. Je regarde les groupes en Australie, en machin, un peu partout. Et sur un forum, j'ai vu San Diego, il y a une pénurie de boulangers. Une pénurie de boulangers, carrément. Ouais, pénurie de boulangers, on a du mal à trouver des boulangers. Ok. Et j'ai vu ça, et je sais pas, je me suis dit, ok, San Diego, on part à San Diego. C'est ça, donc je pars à San Diego. Et genre boulanger français, pas français, tu t'en fous, quoi. Non, je m'en foutais en fait, parce que moi j'ai vu boulangerie, j'ai vu boulanger. En fait, c'était Let's Go, c'était juste le déclencheur qui m'a dit, ok, il faut faire un choix. Et en fait, et d'un point de vue administration, on dit souvent que c'est difficile de se faire sponsoriser un visa pour Absolument. partir. Et c'est encore très dur. Ouais, c'est ça, c'est même de plus en plus. En fait, c'est la même chose encore maintenant. Ouais. Les visas que moi je peux donner à mes employés, c'est ça. Mais à cette époque-là, t'étais jeune, je dis pas que t'es vieux, mais t'étais encore plus jeune, t'étais pas éligible genre au VIE ou un truc comme ça ou... Non, c'est les mêmes choses. Donc dans mon monde à moi de la pâtisserie, soit on est rattaché avec un Français à l'étranger qui a lui-même un visa investisseur, et du coup on peut avoir un visa en tant que pâtissier, soit on est interne ou un visa professionnel d'aptitude en fait, où on peut avoir 1 an de visa et après on doit rentrer en France. C'est un truc stagiaire, un J1. Ouais, un genre stagiaire, J1, exactement, c'est exactement ça. Et c'est encore le cas maintenant. D'accord. Et à l'époque du coup, donc j'ai une petite amie qui adore les États-Unis, donc forcément une fois qu'on a décidé ça, elle est toute folle, elle est contente de partir. Seulement elle est à la fac. Moi je suis pâtissier à Carrefour et du coup on part de rien et je fais mes recherches et je vois les visas, il faut être marié, hors de question, on se marie pas pour ça. Voilà. Donc du coup, je contacte des organismes qui permettent d'envoyer les jeunes à l'étranger. Ouais. Je me rappelle plus des noms à la base, mais spatial ou les trucs. Je sais plus, mais dès que je parle de ma situation en disant OK, t'es boulanger, oui, tu peux partir, il y a des opportunités de visa. Par contre, ta copine c'est mort, donc en fait, non. Si vous voulez pas vous marier, il n'y a pas d'autre solution. Ouais, voilà. Et à l'époque, moi, j'étais bien avec, donc tout se passait bien. Et je me dis non, on va. Du coup, ils sont pas capables de nous aider. On va se démerder. Je fais des démarches pour contacter des avocats qui sont spécialisés à l'étranger. Ouais. Et pareil, ils me disent non, on prend pas le dossier, ça sert à rien. T'as une copine, soit tu viens tout seul, soit sans elle. Enfin, pas avec elle. C'est que les avocats n'essayent même pas de t'aider, c'est comme l'emploi. Ouais, bah c'est peut-être parce que le visa J1, c'est ce qui rapporte le moins aussi pour eux. Parce que c'est un petit dossier. Ouais. En fait, ça coûte pas très cher dans l'industrie. Donc, bah oui. Vu qu'il faut chercher, pour avoir un visa J1, il faut avoir un sponsor. Je commence à chercher. Il faut que tu aies un emploi déjà, quoi. Voilà, donc je cherche à fond à San Diego. Et c'est toujours la même réponse. On connaît pas tes compétences, c'est un métier manuel. Ouais. Il faut te voir. Donc si tu viens sur San Diego, pourquoi pas on regardera tes compétences et pourquoi pas. Et donc là, en fait, je me dis, ok, je peux pas être embauché à distance, donc je prends un billet d'avion. Et là, je claque tout en France. Je demande à mes parents, je leur dis, ok, est-ce que je peux revenir à la maison pendant 6 mois. 6 mois, ça me laisse le temps d'économiser environ 5 000 euros. D'accord. Je revends ma voiture, je revends tous mes biens et je vais réussir à avoir quelque chose comme 10 000 euros. Ouais. Donc, une fois que j'ai ces 10 000 euros, je prends le billet d'avion, direction San Diego. Je prends un hôtel, je loue une voiture et pour les 3 mois, ça m'a coûté environ 10 000 $. Vache. D'accord. Donc ça, en fait, vache, quand même. Ouais, en comptant le billet d'avion. En comptant le billet d'avion, parce que l'hôtel, forcément, j'ai pas pu prendre une lease comme ici. Ici, si tu veux rester que 3 mois ici, c'est très cher. Donc je prends un hôtel.
louer la voiture, etc. Donc ça me coûte 10 000 euros. Et je me souviens que j'annonce ça à mon père en disant ok, je pars, c'est bon. Et mon père me dit mais Julien, 10 000 euros, c'est presque un an de salaire. Ouais. Et à l'époque, c'est vrai, c'est presque un an de salaire. Ouais. Un SMIC, c'était 1 000 euros. Et en fait, je lui dis mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai économisé. Et il me dit mais si ça marche pas, je dis je reviens, je fais la même chose. En fait, je suis pas inquiet, vraiment, je suis pas inquiet. Je suis très serein et je pars à l'aventure. Et je me dis si ça marche pas, ça marche pas. Mais dans ma tête, c'est même pas ça marche pas, c'est que je vais trouver une solution. Ouais, tu vois, tu restes en fait très optimiste, quoi. C'est... Absolument, mais même encore maintenant. Ouais. Même encore maintenant, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je me Ouais. pense même pas à savoir ce qui peut pas aller, en fait. Ouais. Je le fais et je trouverai une solution pour le faire. Et donc, j'arrive à San Diego, je postule partout. Mais donc, Et- leur pénurie de boulanger, elle est pas finie, quoi. C'est en 6 mois, parce que c'était aussi ça le risque d'attendre 6 mois. Ouais, et pour en fait, c'était économiser. surtout pas vrai aussi, parce que D'accord. des forums, les gens ils disent ce qu'ils pensent, et Ouais. c'est un peu comme les réseaux sociaux. Ouais. Si t'écoutes que C'est les vrai. réseaux sociaux et que tu vérifies pas les sources, C'est vrai. ça veut rien dire. Donc en fait, ouais, là je pars et en fait, ouais, non, c'est pas vraiment une pénurie. En plus de ça, je suis pâtissier, je suis pas vraiment boulanger, je Ouais, suis c'est vraiment vrai. pâtissier. Et donc je cherche un travail et au bout d'un mois, je trouve. Donc très bien. Donc en fait, je me dis bon bah pendant 2 mois, le reste de 2 mois, vu qu'il y a des visas à faire, etc. Je vais juste profiter. Donc j'ai commencé à profiter. Et entre deux aussi, hein, donc il y avait mon ami qui était là et j'ai trouvé une université. Donc sur place, hein, Pour que à tu puisses distance, j'aurais transférer. jamais pu, Ouais. qui était accrédité, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, accrédité, à donner un visa. Ah oui, si, ouais, ouais. Ouais, un visa pour être étudiant à l'étranger Ouais. et d'apprendre le langage anglais. Donc elle a pu transférer. Donc en fait voilà, ça coûtait $500 par mois. Elle était inscrite à l'école, elle avait un visa. Donc en fait j'ai trouvé la solution par que les toi-même. avocats ne voulaient pas prendre. Tu vois. Donc au bout d'un mois, tu trouves ce job-là, mais tu ne peux pas commencer à travailler puisque tu n'as pas encore de visa. Absolument, absolument. Et Donc du coup eux, le ils sont patron à d'accord pour l'époque. t'attendre, quoi. Ouais, aussi, ouais, le parce patron à que l'époque. Aux États-Unis, c'est pas toujours simple, ça. Généralement, on Mais exactement, ok, t'es prêt, bah, tu exactement. commences la semaine prochaine. Exactement. Et en fait, il me dit oui, c'est bon, on fera le visa, etc. Ouais. Julien, on va t'embaucher pour faire un autre projet. Donc du coup, que ce soit maintenant ou dans 3 mois, c'est Ouais, pareil. D'accord. Profite, découvre San Diego pour que quand tu reviennes, tu sois apte à vraiment travailler. Et ton anglais à ce moment-là? Mon anglais, c'est difficile. C'est difficile. C'était une boîte française du coup que tu avais trouvé? Ouais, en fait, oui, c'est des patrons français. Ouais. Et ouais, l'anglais c'est difficile. Et du coup, pour anecdote, ce que j'explique toujours, parce qu'on me dit, mais tu parlais pas anglais. Ben non, vraiment, je parlais pas anglais. Ouais. Mais je suis le type de personne. Tu vois les gens qui ont des pancartes. Taxis, les taxes, ou Au feu rouge là, les au feu trucs, rouge, qui ouais. En tournent, fait, à San Diego, à l'époque, c'est tous des gens qui étaient arrêtés et qui étaient mineurs en dessous de 21 ans et qui devaient faire du community service. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ouais. Et du coup, ils travaillaient comme ça et ils avaient des officiers qui passaient de temps en temps et être sûr qu'ils étaient là. Et en fait, moi, je vois ces gens-là, je connais pas, je sais pas. Et en fait, je me suis dit, mais ils squattent toute la journée à une pancarte, je vais aller squatter avec. Et du coup, j'ai passé mon temps en fait. t'allais parler avec eux. Ouais, je me suis fait des potes. Je me suis fait des potes et je parlais avec eux et eux, ils étaient contents parce que voilà, Ils se tu vois, faisaient chier, quoi. et il y a un mec, un Français étranger qui vient me parler, je me fais chier à avoir une pancarte. Uh-huh. Donc c'était parfait. Et du coup, mais ça montre en fait que j'avais juste pas peur. Je voulais juste parler aux gens et voilà, je savais ce que je savais, ce que je sais pas dire, je sais pas dire. Ouais. Et j'ai jamais eu aucun sentiment. Les gens, s'ils me comprennent pas, ils me comprennent pas. Enfin voilà, c'est pas peur quoi, simplement fonceur. Donc c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Après, je me suis fait beaucoup d'amis. San Diego, il y a quand même beaucoup d'internationaux, des grosses universités. Donc c'était super. J'ai rencontré plein de Français aussi et vraiment une expérience incroyable. Seulement 2 semaines avant de prendre mon avion. Il y a Le retour ou le Ouais, le retour des 3 mois. Il me dit ouais, bah, en fait, Julien, non, on va pas t'embaucher. Oh, merde. Donc là, bah, pareil, là, je tombe de haut et je me dis mais putain, j'ai fait la fête pendant 2 mois parce que j'avais un travail. Et en fait, là, il me dit maintenant que non parce que son associé ne veut pas. Enfin bref. Et donc là, bah, il me reste 2 semaines pour trouver quelque chose. Je postule, je repostule et il y a une société, ça s'appelait Champagne French Bakery en Californie. Et ils avaient une chaîne de magasins, de 20 magasins, quelque chose comme ça. Et le fondateur ne fait plus partie de cette société. D'accord. Et il ouvrait un nouveau magasin à La Jolla. D'accord, Donc c'est au nord de San Diego. un quartier très riche de San Diego. Je sais pas pourquoi il a été intéressé par moi. Il a été intéressé par moi et son associé ne voulait pas parce qu'il disait non, on a la main d'œuvre, on n'a pas besoin. Mais il m'a dit Julien, je sais pas pourquoi, je sens que tu as le feu. Et il dit ça me fait penser à moi quand j'étais jeune, quand je suis venu aux États-Unis. Donc j'ai envie de te donner une chance. Est-ce que tu peux présenter quelque chose pour mon associé parce que c'est lui que tu dois convaincre. Et du coup j'ai préparé un dossier. J'ai préparé un dossier des pâtisseries que
pensé qui était possible aux États-Unis, les idées que je pouvais ramener, mon parcours, etc. J'ai monté un dossier, j'ai présenté le dossier et là ils m'ont dit ok, on t'embauche. Direct après, en fait, c'est là où j'ai rencontré Laurent von der Weyt, cet avocat qui m'a fait mon visa J1, qui était super cool, qui m'a vraiment aidé et de qui je garde un bon souvenir. Ouais. Et je suis rentré en France, je suis reparti au travail, j'ai retrouvé un travail le temps de faire les papiers. On a fait les papiers, je suis revenu à San Diego, je me suis installé, ma copine en même temps pour l'école avec l'université et j'ai commencé ma vie à San Diego. Okay, donc c'est comme ça que je suis venu aux US. Ouais. Okay, c'est comme ça que je suis venu aux US. Et dès que je suis arrivé aux US, du coup, chef pâtissier avec 7 personnes sous ses ordres. Donc dans ma tête, mission accomplie. Voilà, je suis maintenant un manager en fait. Ça a été aussi une réalisation que le nom n'existe pas déjà, que le jugement en fait il est vraiment personnel et qu'il y a pas de vrai ou faux, il y a pas de black and white, tu vois, tu peux faire vraiment ce que tu veux en fait et il faut juste trouver les bonnes personnes pour ça. Et je me suis rendu compte que effectivement à l'étranger, un des critères que les Américains ils ne regardent pas l'âge. C'est vraiment ça. Et déjà tu mets pas ton âge sur le CV déjà. Bah ouais. Enfin, en France, tu dois mettre ta situation familiale, t'as des enfants, ton âge. Ah voilà, et maintenant je sais pas si ça se fait toujours, mais quand j'étais. Et maintenant que ça fait 15 ans que je suis ici, je peux te dire que je trouve ça aberrant. Ben oui, non, mais moi pareil. C'est aberrant. Et la photo aussi même. Mais oui. Et après, on se plaint qu'il y a du discrimination. Donc ouais, absolument. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, les Américains sur ce coup, c'est beaucoup mieux parce qu'ils jugent pas. Et j'ai pu faire mon métier comme je le devais et vraiment de mettre en application tout ce que j'ai appris et vraiment ce qui me semblait juste pour une équipe et de mettre tout en place. Et t'as été accompagné là-dessus parce que je veux dire t'as fait donc 2 CAP. Je veux dire t'es formé d'un point de vue très technique aussi, mais t'es pas hyper formé sur le management, etc. Ah bah il n'y en a aucune. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai aucune formation management, j'en ai même jamais pris en tant qu'adulte. Mais je veux dire, tu vois, tu peux avoir tes boss en fait qui sont un peu tes mentors et qui t'accompagnent là-dessus ou qui te donnent quelques clés ou qui te font des retours, enfin je sais pas. Parce que je veux dire, tout le monde qui se fait catapulter en fait dans un rôle de manager n'excelle pas, tu vois. Enfin, tout le monde, c'est pas une révélation tout de suite. Comment ça s'est passé ? Bah très bien. En fait, c'est naturel. C'est venu tout seul. Naturel. Et maintenant, avec le recul, à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Et du coup, j'observe les gens. Et en observant les gens, tu apprends énormément sur leur comportement, etc. Voilà. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je fais maintenant. La première personne à Auchan-Lers, donc c'est Laurent Morat, je suis obligé de citer son nom. Laurent Morat, je reproduis énormément de son management. Donc en fait, c'est ton mentor. Mais bien sûr, c'est mon mentor. Et c'est juste que je le savais pas à l'époque. Je le savais pas, je m'en rendais pas compte. Tu te rends pas compte que c'est si exceptionnel jusqu'à ce que tu l'aies plus parfois. Voilà. C'est souvent le cas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand je vois le travail et les challenges que j'ai maintenant, je sais que c'est ceux qu'ils avaient, ceux que lui il avait quand j'étais avec lui. Et il a fait un travail extraordinaire. Donc ça reste mon modèle à l'heure d'aujourd'hui. Génial. Donc Donc tu as fui la France sur certains aspects du boulot, mais tu appliques finalement pas mal de choses que tu as appris. Déjà techniquement, mais aussi, parce qu'après c'est humain. Parce qu'après on est tous sur Terre, on est tous humains et on a tous nos perspectives. On vit tous aussi dans une société qui est en fait différente. L'Amérique, c'est une autre civilisation. On a tendance à penser que beaucoup de gens pensent que c'est pareil parce que on regarde les mêmes films, on s'habille grossièrement pareil, et c'est quand même des sociétés très très différentes. C'est très différent, très différent. Et en fait, dans le monde entier, c'est différent. Et même nous, moi, je suis français et la Belgique, c'est à côté de chez moi, et les Belges sont différents. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que on est habitué à cohabiter. Et comme on cohabite, en fait, on trouve ça normal. Mais rien que du nord de la France et tu vas dans le sud de la France, c'est différent aussi. Bien sûr. Et en étant jeune, je m'en rendais vraiment pas compte. Vraiment pas compte. Donc j'ai juste mis en application et j'ai observé sans même m'en rendre compte et je me rends compte maintenant que je suis très observateur. Et les choses qui marchent, les qualités de personnes, il y a des gens, ils ont des qualités et si j'arrive à les appliquer à moi-même, c'est tout bonus. Les qualités des autres que tu appliques à toi-même? Bah oui, bien sûr, parce que quand je vois quelqu'un qui t'inspire en fait. Bah oui, parce que résolution des problèmes. Il y a des gens qui savent régler des problèmes, t'en as déjà, ils savent pas du tout. On a déjà vu la police, t'as des policiers, ils arrivent à calmer et à gérer le stress et à gérer des situations très difficiles. Et t'en as, ils arrivent pas du tout, ils sont débordés. Et donc, quand il y a des situations comme ça qui se passent dans la vie, je suis observateur et je regarde les gens qui arrivent à gérer des situations et j'essaie de les appliquer à moi-même et de faire une très grosse réflexion sur moi-même pour justement mettre en application des choses qui m'ont inspiré, bien sûr.
sûr. Donc j'apprends des autres, on apprend des autres dans tous les cas. Ouais, donc heureusement d'ailleurs. Et donc du coup j'apprends, et même encore aujourd'hui, j'apprends de beaucoup de gens. Donc non, je suis devenu manager sans aucune formation, mais j'ai utilisé mes tripes en fait. C'est un peu ça, donc ce qui me semblait juste. T'écoutais quoi en fait? J'écoutais sa petite voix. J'écoutais et ma famille, mes parents, ils ont une particularité, c'est surtout ma mère. Elle aime la justesse. Elle se bat vraiment pour les choses injustes. Contre les choses injustes. Voilà, l'injustice, ça vraiment, ça la répugne en fait. Et elle essaie toujours d'être juste. Donc je pense que indirectement, je suis devenu juste de par Oui, t'as une grosse influence de ta maman là-dessus. Voilà, exactement. Et alors tes parents, ils en ont pensé quoi de cette arrivée aux États-Unis parce que de par leur vie, leur carrière, etc. Tout le monde disait que j'étais un fou. C'est aux antipodes de ce qu'ils ont connu. Ouais, tout le monde me dit que j'étais un fou. Pour mes parents, la sécurité c'est important, la sécurité financière, de l'emploi, etc. Et alors déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à l'époque, que le boulot c'est bien, mais c'est une corvée en fait de le faire. Et ils nous disent qu'en gros, pour profiter de la vie, il faut avoir un bon travail pour que tu puisses profiter de la vie. Et en fait, moi, ça colle pas. Moi, je veux profiter de la vie tout le temps. En fait, c'est pas juste en dehors du travail. Et encore une fois, à l'époque, je m'en rends pas compte de ça. Mais moi, je comprends pas que, à l'époque, surtout, je comprenais pas qu'on n'osait pas prendre des risques. C'était inconcevable. Pourquoi mes parents restaient toujours au même endroit? Est-ce que, en fait, de penser que j'étais dans un métier et que je restais toujours dans le même labo et j'avais ma routine. Bloqué, quoi, je pouvais pas. Je pouvais pas. Donc en fait, ça a été pour moi, c'était super important et j'ai pris ma décision. J'étais un adulte. J'attendais pas ce qu'on me dise ce que je dois faire. Et voilà, je mesure les risques en fait aussi. Mais pour moi, d'économiser pendant 6 mois de l'argent grâce à mes parents qui m'hébergent chez eux, de tout dépenser cet argent pour peut-être travailler à l'étranger, pour moi c'est même pas un risque parce que c'est un investissement, je reviens de 3 mois de découverte. Donc même si ça me coûte 10 000 € pour 3 mois, c'est exceptionnel. Et en fait tout le monde peut le faire, c'est juste qu'après il faut oser le faire. Et donc pour moi c'était normal. Mes parents c'était plus compliqué, ils savaient que j'étais responsable, donc du coup il y avait une partie où ils acceptaient mon choix, mais il y avait une inquiétude totale en disant mais qu'est-ce que tu fais? Ils comprenaient pas. Et d'ailleurs, sur ton avenir quoi. Bien sûr, les amis ils comprenaient, mais mes parents non. Ma famille comprenait pas. Quand je parle famille, les tantes, les oncles, cousins, etc. Personne ne comprenait. Ils critiquaient mes parents pour me laisser faire ça. Donc c'était. Donc ça n'a pas été une période hyper simple de faire comprendre. Pas du tout. Mais mes parents m'ont toujours soutenu parce qu'ils ont toujours su que j'étais assez responsable en fait, simplement. Ils me faisaient confiance. C'est dur, mais ils ont réussi à faire confiance quand même. Voilà, exactement. C'est un des boulots les plus durs quand mes parents. Putain, ouais, c'est exactement ça. Et donc du coup, quand je suis parti, quand ils ont vu que je revenais avec un métier, avec une offre d'emploi, que je faisais le visa, là ils ont commencé à comprendre, je pense, à dire ok, putain, t'as réussi quoi. T'as réussi l'objectif que tu avais. Et donc à partir de là, voilà, ils ont commencé à avoir confiance et ils ont commencé à vraiment croire en fait en ce que je voulais faire. Cool. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à San Diego. Ok, génial. À San Diego. Donc du coup, tu fais 2 ans à San Diego? Ouais, je fais 2 ans à San Diego. Comment ça se passe du coup, la vie là-bas? J'adore. Alors tu découvres la vie à la plage, la fameuse vie à la plage dont on t'avait parlé toute ton enfance. On m'a vendu le rêve de la plage. Je suis à la plage, j'habite à Pacific Beach, qui est là où il y a tous les surfeurs. Je suis pas un surfeur, mais je m'en fous, je suis à la plage. Surfeur du Nord. Voilà, pendant les jours de repos, on fait du volleyball avec les amis sur la plage. Je travaille, je regarde à la fenêtre, je vois la mer. Parce que du coup je travaillais sur la Roya, donc c'était très 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 magique. Magique, j'ai adoré, c'est là où je me suis le plus fait plaisir en tant que jeune homme, dans le sens où d'une, je suis devenu célibataire. Je me suis fait plaisir au niveau des soirées parce que les Américains savent faire la fête. On sait faire la fête aussi en France, hein, c'est pas ça. Mais il y a un côté, comme on voit à la télé, quoi. Là, ils font la fête différemment de nous. Comment ça, ils font la fête différemment? Ils font la fête différemment dans le sens où tu es invité à une soirée et tu connais pas les gens qui l'organisent. Déjà, tu arrives dans une soirée et en fait, encore une autre anecdote. Je suis invité pour faire une soirée, je sais plus la raison. On me donne une adresse.
L'adresse, on n'a pas les iPhones pour les GPS précis, donc en fait, t'imprimes ton truc sur Mappy. Voilà, mais comme du coup il y a la fête dans une maison, je rentre dans cette maison. Ah, et c'était pas la bonne adresse. Et c'est pas la bonne adresse, mais c'est pas grave, tout le monde, je bois un verre et tout, et à un moment donné, je fais, il est où C'était Loris, il me semble, mon ami qui m'avait invité. Et je dis, il est où Loris C'est qui Loris Et personne connaissait. Et en fait, là, du coup, j'appelle mon pote et je lui dis, mais t'es où Et je dis, je suis dans la maison, je suis devant le canapé là. Et il dit, moi aussi j'y suis. Non. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la bonne maison. Et je suis parti, désolé les mecs. Et en fait, on m'a dit, si ta soirée elle est nulle, reviens ici, tu vois. Ça, c'est pas en France, tu fais ça. C'est une autre façon de faire la fête. En France, on fait la fête même avec des grands groupes, mais tout le monde se connaît. On est très proche. On a un côté très 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 proche quand même des gens. Très bande. Ouais, absolument. Ouais. Et aux US, non, c'était pas ce côté-là. On fait la fête et qui est là, c'est bien. Ceux qui sont pas là, c'est pas grave. Et tout le monde est bienvenu un peu. Et ça, c'est un truc que je connaissais pas. Donc faire la fête comme ça, c'était moi, ça m'a plu. Et le côté professionnel, en fait, même si je développais ma carrière, en fait, j'ai quand même bien profité là. Là, c'est un moment où j'ai bien profité en tant que jeune, où je me suis pas dit dans un an il faut que j'atteigne ce niveau-là, etc. J'ai juste profité du moment présent et c'était très bien comme ça. Trop bien. Ouais. Donc première expérience, génial. Génial. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu as envie de quitter la Californie ? Je veux pas quitter la Californie. Okay. À l'époque, je veux pas, mais c'est une question d'obligation. 6 mois après que je commence mon métier, la boîte elle ferme. Ah merde. Et là, je me dis, en fait, mon visa il est rattaché à eux, je peux rien faire. J'ai quelqu'un qui me promet de faire un transfert de visa à San Francisco. Ah, c'est possible ça, d'accord. C'est possible, oui. Donc du coup, je vais en avion San Francisco. Ouais. Je suis à San Francisco et je fais du consulting pour une boîte française et où on me promet un visa et en fait, je vois jamais rien qui démarre. Et en fait, je me dis, je vais devenir illégal, quoi. C'est pas bien. Ça te stresse, j'imagine. Et donc, du coup, je quitte cette société en me disant non, ça va pas. Et je recherche sur San Diego, je lâche pas l'affaire. Ouais. Je me dis, et en fait, même si légalement, j'avais pas le droit de rester sur le territoire, tant que ma société initiale ne m'avait pas dénoncé, du coup, tu restes, tu vois, tu prends pas. C'est un peu une grey area. Voilà, un peu, il y a une grey area. Et en fait, je retrouve à La Jolla encore, dans un hôtel, c'est la Valencia Hotel, où il y a un chef cuisinier français qui veut utiliser mes compétences de pâtissier. Et du coup, je suis embauché en tant que chef pâtissier dans cet hôtel qui était en fait à 200 mètres initial de là où j'ai commencé. Donc ça change pas grand-chose à ma vie. Absolument, absolument. Et là, il fait un transfert de visa, donc là, ils le font légalement. C'est une société importante. Ils font le transfert de visa et au bout d'un an de visa, du coup, c'est là où je peux plus travailler. T'es obligé, d'accord. Je peux plus travailler. Et là, en fait, je me dis, je recherche partout aux US. En voyant le truc venir, tu commences à chercher. Ouais, je commence à... Mais comme tu avais un J1, tu devais pas. Ah non, toi, t'étais pas sur J1 du coup. Ah si, je dois rentrer en France. D'accord, mais tu cherches quand même. Mais je cherche quand même parce que parce qu'il y a des moyens de rester. Alors, le moyen de rester, c'est de rentrer en France avec aussi une offre d'emploi et d'être attaché. Il fallait que je cherche un patron français qui était lui-même sous visa. D'accord. Donc, ce qui est plus compliqué. Ça fait quand même pas mal de critères. Hein. C'est des critères. T'approches pas toutes les boîtes en demandant salut, t'as quel visa ? Absolument. Et comme tu sais, la plupart des Français qui sont ici, soit on en vient à avoir une green card au minimum. Ou la citoyenneté, Ou la citoyenneté. Et donc, du coup, très difficile à trouver. Je trouve pas. Donc du coup, je rentre en France, je fais un visa étudiant dans la même université que j'avais mis mon ami à l'époque parce que ça marche. Ah bah oui. Et du coup, je fais un visa étudiant, j'apprends les cours d'anglais, je reviens à San Diego, donc mon appart, je le garde, tout. Et là, j'ai des économies. Et je me dis, ok, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Donc il faut que je trouve. Mais pendant, j'ai fait 1 mois et demi d'école où j'ai dû aller à l'école parce que ça, ils vérifient pour le coup. Si tu vas pas, le visa, il saute. Et j'ai pris des cours d'anglais et jusqu'à temps que je trouvais un travail, donc j'avais un visa F1 étudiant. Et là, il y a une annonce dans le Colorado, à Breckenridge, pour une boulangerie française qui recherche un pâtissier français. Donc là, Breckenridge, pour ceux qui ne sauraient pas, t'es en pleine montagne. Enfin, je veux dire, tu changes quand même de tout au tout entre la vie à la plage. Ah bah absolument, t'es à 3000 mètres d'altitude. C'est ça, t'es le Mont Blanc, quoi. Ouais, exactement, t'es à 3000 mètres d'altitude, donc c'est même rien que la chose. pâtisserie. Enfin, la pâtisserie en altitude, c'est... Enfin, moi, je vois comment je galère à faire mes baguettes à la maison depuis que je suis dans le Colorado. On est d'accord, mais tu vois, quand mais après... même pas peur. Ouais, c'est mon métier, après tu t'adaptes, tu vois, tu t'adaptes. Et en fait, je me suis adapté déjà à l'Amérique, qui est différente. Et le mec, du coup, il me dit, ok, est-ce que tu peux venir faire un essai d'1 semaine ? Et du coup, je lui dis absolument. À partir de quand ? Demain. Moi, je suis prêt. Je suis vraiment, je suis prêt. Je suis un étudiant. En fait, les États-Unis, c'est un pays qui te convient, quoi, parce que tout va vite. On reste pas à se poser des questions 15 ans. 100%. Enfin, c'est ta personnalité, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que ça me correspond, les États-Unis. J'adore. Et donc,
Donc du coup tu files dans l'avion. Et donc du coup je vais dans la montagne, je fais l'essai d'une semaine, ils voient que ça marche bien. Et toi t'aimes bien? Bah non en fait, j'aime bien le métier mais j'aime pas du tout là où je suis. Merde, Mais là je me dis dans la montagne, il neige de partout et non. C'était en quel mois? C'était en novembre. Ah oui, donc au début de la saison. Ah ouais, c'est la saison, ouais. Donc ouais, effectivement, ouais. Et là, du coup, bon, on négocie le salaire, machin, etc. Et il me dit que effectivement que il peut me rattacher à son visa et que leur visa doit être renouvelé en février. Et donc il me dit, garde ton visa étudiant jusque février, je te paye en cash, tu vois. Et je fais ton visa. Donc là, j'avais un peu peur, mais je me suis dit. C'est mon option, il faut que je le fasse. Si ça marche pas, je rentre en France. Hein. C'est comme ça. Ouais, toujours ça. Et voilà, encore une fois, je peux encore revenir en France. J'ai cette option. Et donc, je rentre du samedi matin. Samedi matin, l'avion, donc Denver, San Diego. Ouais. Littéralement, je plie mes valises. Et tu repars. Et dimanche matin, je pars et je conduis 17 heures de route en une traite. Ah bah oui, du coup, tu fais en voiture. Ah, vache. Ouais, 17 heures en une traite. Mon appartement, je l'ai laissé à un de mes meilleurs amis qui était là-bas, qui avait besoin d'un appart. Donc en fait, voilà. Tout s'est bien arrangé. Et je lui ai laissé tout. Je lui ai dit, écoute, tu gardes tous mes trucs, c'est pas grave, c'est à toi maintenant. Et... À ce stade-là, ça surprend plus personne dans ton entourage que tu te barres d'un coup. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, et c'est exactement ça. Je pars dimanche matin, je conduis 17 heures parce que c'est environ 17 heures, c'est la route. Je me suis arrêté 2 fois pour manger, mais déterminé, quoi. Je commence lundi matin le travail, quoi. Et j'arrive sur Denver, donc c'est par l'arrière, hein, du coup, par les Rocheuses. Et vers 1h du matin, je me dis, bon, je suis à 2 heures de route. Et le mec, le patron, venait à 5h du matin, donc j'ai le temps. Je m'arrête, je fais une sieste. Je me réveille et là je suis englouti de neige. Il y a eu une tempête de neige pendant que je dormais. Donc je me réveille, j'ai super froid. Je dois sortir. Et puis t'as pas forcément l'habitude, t'es pas forcément équipé, quoi. J'ai pas de neige, j'ai rien en fait. Je suis pas au courant de les chaînes. Je sais pas mettre une chaîne sur un pneu. J'ai même pas de chaîne en fait. Et du coup je nettoie la voiture un peu. Là, à la main du coup. Bah oui, c'est ça, à la main. Je pars et là c'est les 2 heures de route les pires de ma vie parce que tu sais pas où déjà conduire dans les Rocheuses c'est pas toujours facile, même par beau temps. C'est ça. Alors t'es dans les Rocheuses. Tu montes, tu descends, faut pas appuyer trop sur les freins. Mais c'est exactement ça. Et t'as pas l'habitude. Moi je viens du nord de la France. Au pire il y a du verglas, mais tu vois, il neige pas comme ça. Il est 4h30 du matin, il commence à 5h. Et là je me dis bon, j'attends devant la boulangerie, je vois mon patron arriver. Ah donc t'arrives à arriver. Donc j'arrive. J'arrive à 4h30 environ, quelque chose comme ça. Et il commence à 5h. Et là il arrive. Et le premier truc qu'il me dit, c'est ok, bah viens, je te dépose à la maison que tu puisses dormir. Et moi je dis non, je travaille. Je suis venu pour bosser, quoi. Et tu sais pourquoi je veux travailler? C'est parce que si je loupe lundi, j'ai une journée de salaire en moins. Ah là, c'est trop important, je peux pas. Là, ça fait 2 mois que je vis sans argent. Non, je travaille dès que je peux. Je suis motivé, mais à fond. Et là, je commence le travail. Et comme j'ai fait une semaine déjà, je connais un peu la boîte. Et du coup, je lui dis non, mais c'est bon, tu peux partir. En fait, c'est bon, j'ai le labo. Et donc, en fait, je commence. Et là, j'ai commencé. Et là, c'est une expérience de 4 ans. 4 ans où je suis le pâtissier à la française. D'accord. Et où on focalise sur améliorer les procédés, faire des nouvelles recettes, être beaucoup plus efficace. J'ai pu mettre en application toutes mes connaissances. Ils m'ont laissé énormément de liberté et je me suis fait vraiment plaisir pendant 4 ans. Et donc 4 ans en montagne, 4 ans en montagne, c'est la solitude. Ma sœur, elle vient me voir et je vais la chercher à l'aéroport et je travaille 6 jours sur 7. Et en fait, on arrive au soir, elle passe la nuit. Moi, je suis au travail de nuit. Et je rentre au matin, ma soeur elle est en train de pleurer. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle fait mais Julien, mais comment tu fais pour être ici tout seul? Parce que c'est calme, il n'y a pas un bruit, il y a plein de monde. T'es dans la montagne et la neige partout. Et en fait, je pense que ma soeur elle s'est dit mais je pourrais jamais être ici. Mais elle était triste pour toi ou pour elle alors? Elle était triste pour moi. Et en même temps, elle a eu une petite angoisse de dire mais je suis loin de tout en fait, c'est bizarre là. C'est dans le fin fond des montagnes. Je pense qu'elle a eu un peu d'angoisse. Isolation. Et moi ça allait, moi c'est bien. Moi je vis au jour le jour, tout va bien. Et là j'ai fait un gros travail sur moi-même pendant ces 4 ans parce que je suis resté tout seul. Je suis resté célibataire. Pendant 4 ans quoi en fait. Et je me suis vraiment concentré sur le travail et moi en fait. C'est tout, que ça. Et c'était une très très bonne expérience. Donc là t'as quoi? C'est en gros de tes 20 à 24 ans, 25 ans? Ouais, j'ai 22, 23 et jusque 28, 27, truc comme ça, un truc comme ça. Peut-être un peu, 27 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 27 ans, en fait c'est ça. 27 ans et demi, un truc comme ça. Et 3 ans après mon embauche, les Français veulent partir en Californie, exactement où je veux aller. Et en fait, parce que toi, dans ta tête, tu t'es toujours dit, j'y retournerai un jour. Bah absolument, moi c'est temporaire. En fait, je vivrai pas ici, c'est juste temporaire. Pour l'instant, je fais mon argent et puis je fais mon métier, et ça se passe bien. Et donc, ils vendent.
C'est repris par une américaine. Et quand c'est repris, j'ai plus le même truc en fait. Ouais, t'as pas la même envie. Bah non, en fait, j'ai plus envie de travailler pareil, je m'ennuie. Et en fait, je me suis rendu compte que mes patrons, c'est eux qui me gardaient bien en fait, même dans la tête aussi, parce que j'étais vraiment tout seul et c'était mes amis dans un sens. On a fait Noël ensemble et tout. Je faisais partie un peu de leur vie. Ouais, et du coup, ils sont partis, c'est plus pareil. Et les Américains, ils connaissent pas la culture française et c'est normal. Donc forcément, quand une Américaine reprend une pâtisserie, c'est quelqu'un qui a fait et c'est quelqu'un qui a fait fortune dans son domaine qui est, je sais même plus quoi en fait, je me rappelle plus, mais un truc qui avait rien à voir avec un truc qui avait rien à voir. Et en fait, elle a repris une boulangerie en pensant que tout était beau et rose et que c'était la passion du truc. Et en fait, non, derrière, c'est un vrai business. Et en fait, j'ai vraiment des compétences qui sont difficiles à trouver. Et donc, elle se rend compte que si je pars, en fait, son business il ferme. Et en fait, je lui dis que je veux partir. Et je veux pas le faire un coup de pute, quoi. Tu vois, c'est pas le but. Et je veux juste partir pour moi-même. Avant de partir, on fait des recherches. On trouve pas de pâtissier. Ouais, donc tu l'aides. Je l'aide, oui, parce que je peux pas. En fait, j'ai été attaché à la française assez pour que je peux pas laisser tomber le truc. Quoi. C'est pas possible. Donc, je lui dis, je veux partir sur Denver. À l'époque, je rencontre mon ex-femme. D'accord. Avec qui on veut un enfant, etc. Donc, et je me dis non, il faut que maintenant que j'habite sur Denver. Donc pendant, en fait, je sorte de ma montagne. Absolument. Et pendant 1 an, en fait, j'ai conduit de Thornton à Breckenridge. 5 jours sur 7. Les gens ils réalisent pas, c'est quoi, c'est 1h30, 2h? C'est 1h30, 40. Quand t'es pas en pleine saison, c'est 1h40 aller, 1h40 retour avec une petite Ford Escort. Et par tout temps, même la neige et tout. Donc là, maintenant, je sais conduire dans la neige. Donc, et en fait, je fais l'aller-retour. Et pareil, je pense pas au lendemain. Je me dis que ça prendra le temps que ça prend. Et en fait, ça durait 1 an avant que je trouve quelqu'un qui reprenne. Déjà que c'est un métier épuisant. Mais pareil, je taffe, je pense pas en fait. J'ai pas eu de développement stratégique avant plus tard. Et là, je me dis, je travaille. Et finalement, on forme un cuisinier à l'intérieur qui est passionné par la pâtisserie. En fait, il va évoluer quoi. Voilà, je le forme pendant 3 mois et au bout de 3 mois, ils sont capables de prendre les rênes. Donc c'est là où je m'en vais. D'accord. En fait, voilà. Et donc je suis parti. Du coup, je pars et je commence ma vie sur Denver. D'accord. Donc sur Denver, je cherche un travail. Et donc là, au niveau visa, t'en es où à ce moment-là? Alors au niveau visa, t'as réussi à convertir une green card ou ouais, donc j'ai converti en green card. Je me suis marié avec mon ex-femme. D'accord. Je me suis marié pour avoir la green card parce que si on se mariait pas, et je sais que je l'ai fait pour les mauvaises raisons dans le passé, ça aussi explique le divorce. Hein, mais je me suis marié parce que mon visa que j'ai eu avec les Français, le fait que c'est racheté par une américaine, c'est plus valide. Et donc je peux plus le renouveler. Donc on est en novembre. Je suis avec du coup mon ex-épouse et en fait je lui dis j'ai jusque février donc et vu les complications, comment c'est difficile de trouver, je vais devoir être mobile dans tous les États-Unis. Tu me suis pas, comment on fait? Et en fait elle a des enfants donc c'est compliqué. Elle est américaine? Elle est américaine, elle a des enfants, 3 enfants donc c'est pas une petite famille et il y a l'option du mariage quoi. Et du coup on est tenté par ça et en fait on fait ça, on se dit qu'on fait ça pour qu'on puisse rester sur Denver pour les enfants etc. Et donc je me marie et j'ai une carte verte et du coup je peux rester sur le territoire américain. Et donc du coup tu peux bosser en théorie à peu près où tu veux. Et là je peux bosser n'importe où. Bah oui, donc là maintenant ça m'ouvre des portes parce que là il n'y a plus de question de visa, je prends le travail que je veux. Donc je reviens sur Denver, je cherche un travail. Je travaille pour une petite boulangerie locale qui se trouve dans Denver. Je vais pas les citer parce qu'ils ne le méritent pas. Et je travaille 2 mois pour eux et ça se passe très mal. Ah merde. Ouais, ça se passe très mal. Qu'est-ce qui se passe mal? Qu'est-ce qui se passe mal, c'est que des Français, des Américains? Ouais, des Français, des Français. Et, j'espère qu'ils se reconnaissent quoi, parce qu'ils m'ont vraiment fait un sale coup. Je travaille pour eux et en fait, le mari qui est vieux, il a 75 ans, quelque chose comme ça. Il fait 40 heures semaine, elle en fait environ 20 dans le labo, donc ils se disent 60 heures semaine. Et donc ça va être 60 heures semaine, Julien, c'est beaucoup de travail, 6 jours sur 7, pas de problème, je travaille dur, il n'y a aucun problème. Mais 60 heures semaine, tu dors quand? Comment? 60 heures semaine, tu dors quand? C'est beaucoup. C'est pas beaucoup 60 heures semaine. Je vois. Pas pour un pâtissier. Ouais, d'accord. Pour un pâtissier, c'est normal. Okay. Et donc, du coup, 60 heures semaine, pas de problème. Et du coup, je prends le job, sauf que j'en fais 35. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus jeune, je suis plus organisé, il y a des qualités que j'ai de pâtissier qui font que aussi. Et donc en fait, je change beaucoup d'organisation qui font que je fais 30 heures semaine. Et du coup, je leur dis, ok, on peut développer quelque chose. Moi, j'ai faim, je veux développer, je veux les aider à développer le business. Et en fait, là, ils veulent pas, ils le prennent mal que j'ai changé des choses et tout. Et que je leur dis, dites-moi, expliquez-moi, parlez-moi. Et en fait, Julien, ça va pas, tu fais pas assez d'heures et tout. Mais je dis, je veux bien faire des heures, mais tout est fait, quoi. Donc donnez-moi quelque chose. Et je leur dis, à l'époque, prenez des vacances.
Laissez-moi le magasin, je le prends. Prenez des jours de repos, je prends le magasin en même temps. J'apporte des solutions pour justement moi faire mes heures. Parce que je veux mériter mon salaire aussi. Et en Après, fait, c'est la question si tu es payé à l'heure ou au résultat aussi. Ouais, voilà. Et moi, je suis au salaire à l'époque. D'accord. Et c'est pour ça que ça les dérange. D'accord. Bah, ça les dérange. Je suis au salaire, ils me payent. Et en fait, je fais pas beaucoup d'heures. Donc, pour eux, dans leur tête, ça passe pas. Et en fait, ils viennent un matin. Il vient un matin, parce qu'elle a jamais osé me confronter en fait à ça. Il vient un matin en me disant Julien, en fait ça va pas, t'as changé toutes les recettes, tu fais pas assez de nettoyage, et là c'est des excuses, et donc il dit on arrête là. Et en fait, ok, donc encore une fois, quelqu'un décide de ne plus m'avoir, ok. C'est ton choix. J'insiste pas. Par contre, la loi du Colorado me dit que tu dois me payer maintenant, donc j'attends mon chèque. Tu me donnes un chèque, quoi. Je pars pas tant que j'ai pas mon chèque. Et en fait, là, il me dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il peut pas me payer, et que je suis trop cher. Leur business n'était pas en bonne santé ou? Écoute, je sais pas ce qu'ils font, mais ils voulaient pas me payer. Et du coup, là, j'ai dû le menacer. Et je l'ai menacé à la Julien de Roubaix, quoi, un peu, là, pour le coup. C'est quoi la menace de Julien de Roubaix? C'est complètement des menaces, et que je lui pète la gueule s'il me passe pas un chèque, mais là, je repars pas sans mon argent, quoi, parce que tu touches pas à l'argent des gens qui sont dus, quoi, tu vois. Je suis pas un voleur, je vole pas, j'ai fait mon travail comme je devais le faire, et il veut pas me payer, alors qu'il a un business. Non, ça passe pas. Ça passe pas, donc là je le menace vraiment, et en plus j'ai de quoi dans la cuisine, hein, si tu vois ce que je veux dire, donc vraiment, et en fait du coup il me fait mon je sais, en plus c'est marrant en plus quand il pense maintenant, mais à l'époque ça n'a pas dû être rigolo. À l'époque c'est pas rigolo, et en plus de ça je prends des risques parce qu'on est aux États-Unis, il peut appeler les flics, en fait il a jamais fait, mais c'est hyper dangereux. Ouais, c'est dangereux en fait, et en fait je demande à faire mon chèque tout de suite. Donc il fait mon chèque, mais il me paye sans mes vacances, mes congés payés, sans rien. Non. Donc moi je fais le calcul et je fais c'est ça que tu me donnes. T'écris ce chèque là. Et en fait il l'a fait. J'ai pris mon chèque, je suis parti et puis voilà. D'accord. C'est tout. Et aussi dans le passé, donc j'ai découvert aussi que quand j'ai fait mes impôts, ils ont déclaré $10 000 de tips, de pourboire. Sur mon salaire, sauf que j'ai jamais touché, je suis au salaire. Donc en fait, ils ont essayé de magouiller aussi mon salaire après sur les taxes. Donc vraiment, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce qu'en fait, faut faire attention à des gens comme ça. Ils méritent pas, ils sont pas honnêtes. Donc je fais que 2 mois, et là je me redis, punaise, encore une fois. Et en plus, là maintenant que je vis des choses comme ça, je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est moi qui va pas, ou oui, bien sûr. Et en fait, non, parce que je regarde, j'ai toujours eu des boulots. J'ai eu que 2 boulots qui me l'ont mal fait, mais tout le reste, ça s'est très très bien passé. Donc, mais malheureusement, tu as tendance à retenir ce qui s'est mal passé. Ah, mais je retiens. Et en fait, c'est ça. C'est le truc qui te fait faire vraiment le down émotionnel aussi. Et en fait, sur presque 20 ans de carrière, il y a eu que ces 2-là, tu vois. Donc, comme quoi les gens négatifs, ils attirent l'attention. Et en fait, c'est pas une bonne chose. On devrait focaliser que sur les bonnes personnes. Et après ça, je recherche un autre travail, et là j'ai une opportunité. Il y a le patron d'un centre événementiel, donc ça s'appelle le Wilshire Event Center. C'est à Denver, et ils recherchent un manager vraiment en fait. Et ils voient en moi, t'es pâtissier, t'as ça, t'es français, tu sais que tu connais la bouffe en fait. Je suis pas cuisinier, hein, mais tu vois les Américains, ils se disent t'es français, tu sais cuisiner. Oui, comme ils pensent tous qu'on est hyper expert en vin. Absolument. Et en fait, ils m'embauchent en me disant on va faire nos pâtisseries nous-mêmes. Et ça va prendre un peu de temps, mais voilà, on va faire nos pâtisseries nous-mêmes. Moi, je suis intéressé. Il me propose un bon salaire, et en même temps, j'ai une opportunité de créer quelque chose aussi, donc j'accepte. Et en fait, au bout d'une semaine ou 2, il me demande de prendre en charge toute l'opération. Parce qu'il a vu tout de suite que je savais en faire en fait. Et puis ça te plaisait quoi. Ah mais moi j'étais aux anges. Finally. Ah ben oui, parce que et là il me dit et là en fait je me dis tu me dis qu'on va faire des pâtisseries, mais là dans le labo on peut pas, donc est-ce qu'on peut faire une pâtisserie? Et là il me dit il y a des locaux où on stocke en fait des tables et tout ça, s'il y a un local qui te plaît tu le transformes en pâtisserie. Et donc du coup j'ai pris une pièce de cet événement, de ce lieu, je l'ai transformé en boulangerie-pâtisserie, j'ai acheté un laminoir, le four, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc il te donnait les moyens, il te suivait sur le truc. Absolument. Donc des conditions royales. Super. Moi j'ai adoré. J'ai des augmentations de salaire tous les 6 mois. C'était énorme, liberté totale. On parle de plusieurs millions de budget quand même aussi. Donc en fait vraiment bien. J'ai adoré. Et je crée une boulangerie-pâtisserie. J'embauche des gens pour former des gens en pâtisserie, parce que je fais beaucoup de management aussi du coup là. Et je forme des gens. Donc vraiment là très bien. Très bien. Jusqu'à temps que je me fais chier. Je m'ennuie. Parce que tu as réussi à créer le truc, ça tourne. Je m'ennuie. Non, mais je m'ennuie parce qu'en fait, c'est la routine. J'ai plein d'idées.
Et quand j'en parle à mon patron, lui, il veut plus suivre là, par contre, parce que là, c'est aussi faire lui des efforts d'implication dans le business. Où je pense que lui, là maintenant, avec une réflexion de maintenant, je pense qu'il voulait maintenir son business. On veut pas tous évoluer, on veut pas tous grossir un business. Et des fois, on est satisfait de ce qu'on a. Ouais. Et il y a pas que il ne cherchait pas l'hypercroissance. Ah ben non, constante, absolument quoi. pas. En fait, lui, il voulait stabiliser. Ouais. De par mon embauche et d'autres embauches dans la société, son business a été remis à niveau. Il était satisfait comme ça, et je pense qu'il voulait juste plus augmenter. Il y avait aussi d'autres business. Il habitait aussi en Floride et ici dans le Colorado, donc il était établi en fait, et il voulait pas grossir ce business-là. Et du coup, moi, je m'ennuyais. Donc je me suis dit. Combien de temps du coup avant d'arriver 2 à ans. ça? Ouais, donc t'as quand même eu le temps de t'éclater. Ouais, je me suis éclaté. Et les compétences aussi, parce que là, c'est environ 40 à 50 personnes que tu dois gérer, donc c'est plus difficile aussi. Et, j'ai eu des challenges, j'ai eu des choses incroyables qui se sont passées dans le business où j'ai perdu contrôle aussi. Et en fait, on doit réparer les choses. C'est difficile, mais très très bonne expérience. Et comme il veut pas, j'ai des idées pour faire d'autres choses. Et en fait, c'est là où on m'arrête encore. En fait, on me dit, non, en fait, non. Et je dois respecter le choix parce que c'est pour moi le patron. Et donc du coup tu te dis peut-être temps de s'y mettre. En fait, et c'est comme ça que la Belle allait créer. Parce que là du coup je me dis je vais faire mon truc. Mais je regarde mon compte en banque, j'ai pas d'argent vu que je gagne bien ma vie, mais tu t'adaptes à combien tu gagnes aussi. Et oui, t'as augmenté ton niveau de vie aussi. J'ai augmenté mon niveau de vie, et à l'époque du coup j'ai $30 000 sur mon compte. $30 000, et je viens juste d'acheter une maison, donc je mets 15 000 sur la table, il me reste $15 000. Et avec $15 000, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose parce que je sens que j'ai besoin de changement. Et donc j'ouvre la Belle avec $10 000. Et est-ce que tu sais tout de suite que ça va être une boulangerie, une pâtisserie? Boulangerie, pâtisserie, oui. Ce que je sais faire, parce que ça fait 15 ans que je le fais, enfin presque, 12 ans à l'époque. Donc je sais que c'est une boulangerie-pâtisserie, et je sais pas sous quelle forme, mais je sais que je fais une boulangerie-pâtisserie. Donc je recherche des locaux, des locaux comme ici, en plus. Je recherche des locaux, je trouve des locaux, mais en fait je me dis non, c'est vraiment pas assez d'argent. Donc comment faire? C'est de reprendre une société qui est en faillite. Et de leur faire une offre cash, tu brades le truc, et les gens ils veulent que tu reprennes leur contrat de location. Et ils laissent tout à l'intérieur parce que sinon ils doivent payer pendant 10 ans. Et en fait ils n'ont pas de solution de sortie, ou ils en ont pas négocié une. Et donc j'essaie de trouver comme ça, parce que je me dis je peux pas acheter un business existant qui marche. Et t'es tout seul dans ton idée? Enfin, je veux dire, t'as pas un partenaire ou non, tout seul, entièrement tout seul. Et en fait c'est limite, 10 000 c'est pas assez. J'ai 15 000, je veux dépenser 10 000, et je me dis je peux mettre 10 000 sur carte de crédit. Il y a aussi les cartes de crédit ici aux États-Unis, je le recommande à personne, mais j'ai dû le faire. Attends, t'as acheté un business avec une carte de crédit, t'es sérieux? J'ai créé un business avec une carte de crédit, globalement c'est un peu ça. Et en fait ça m'arrête, et du coup je trouve des cuisines, donc ça s'appelle des commissary kitchen ici, où c'est des cuisines qui sont préfabriquées, où on loue en fait à l'heure, comme un coworking de cuisine, quoi, un peu. Exactement, comme dans les bureaux coworking. Je trouve ça. Et là en fait le business du coup a des cuisines qui sont pas adaptées à la pâtisserie, mais il y a déjà un four, il y a des frigos, il y a des congélateurs. J'ai juste besoin d'acheter de la minoire, mixeur, les plaques, des choses comme ça. Et du coup j'en ai eu pour environ $20 000 pour commencer. J'ai mis 10 000 € avec mon argent, et j'ai mis $10 000 sur carte de crédit. Et donc du coup en achetant des plaques, en achetant des fours, ça tu peux l'acheter en carte de crédit. Et j'ai commencé comme ça. Donc je vais voir mon patron en disant je veux que tu sois au courant, j'ai ouvert un business. Ah, donc tu le fais en parallèle de oui, parce que parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'argent qui rentre. Mais par contre je me dois d'être honnête, je peux pas ouvrir un business et pas prévenir mon patron. D'un point de vue éthique et tout. Il faut un minimum de respect pour tout le monde en fait. Et je leur dis j'ai ouvert ça, par contre, et à l'époque je sais pas que ça va grossir. Je le fais parce qu'il me faut du challenge en fait. Et je vais le voir et je lui dis voilà, j'ai loué des cuisines pendant mes 2 jours de repos. Parce que là, du coup, c'est une plus grosse société, je travaille 5 jours. Pendant mes 2 jours de pause, je joue la cuisine. Et après, je fais tout dans mon temps personnel. Et je veux que tu saches que mon travail est fait ici. Je fais les choses bien, je reste sérieux, et je peux le démontrer aussi. Mais j'ai ouvert ça, et voilà, ça va tomber dans tes oreilles. Donc, je préfère te le dire. Mais à ce moment-là, excuse-moi de te couper, tu vas en faire quoi en fait, des trucs que tu cuisines parce que c'est pas un lieu de vente, ta cuisine? Non, donc en fait, oui, pardon. Ça me paraît tellement logique là à moi que j'ai oublié d'expliquer. Mais donc du coup, je trouve ces cuisines, et en fait, je teste des produits congelés.
Donc à la base, ça commence sur les desserts où je me dis les desserts, les mousses en chocolat, etc. Tous les pâtissiers les congèlent à la base. Donc on fait de la congélation, on finit le gâteau en ajoutant les fruits ou le glaçage et après on le met en présentoir. Donc le produit, quasiment toutes les pâtisseries que tu montes dans des boulangeries artisanales, ce qui est mousse, etc., c'est congelé. Encore une fois, pas pour tout, on peut pas faire une généralité, mais tu passes par le mode de congélation. Les croissants, la plupart des boulangers, ils les congèlent crus et tous les matins, ils sortent et ils les cuisent en fait. C'est pas toujours fait le même jour en fait. Et donc, je me dis, bah voilà, on le fait déjà pour les desserts. Et j'essaie de comprendre la science derrière ça. Et la science derrière ça, bah, bien sûr, il y en a une et tout produit peut être congelé du moment qu'il y a des paramètres à respecter. Et en fait, je l'applique sur les croissants. Chose qui se fait pas en fait parce que je sais pas, ça se fait pas. C'est pourquoi ça se fait pas? Je sais pas, ça se fait pas. Parce que tu peux demander à n'importe qui. Si les Français écoutent, ils vont nous dire maintenant. J'espère qu'ils écoutent. Bah oui. Si c'est parce que ça peut être des expatriés qui écoutent. Peu importe en fait, tous les Français. Tous les Français qui sont pas dans le métier, ou même ceux qui sont dans le métier, c'est ça le pire. Même ceux qui sont dans le métier, tu parles d'un croissant congelé, ils disent c'est de la merde. C'est un peu ce qu'on nous a vendu dans notre éducation. C'est le frais. Exactement. Le frais, c'est mieux que le congelé. Mais est-ce qu'on a vérifié ça? Bah non, pas forcément. J'en sais rien. Et en plus, il y a un stéréotype du congelé parce que moi, quand j'ai grandi, tout ce qui était congelé, oui, effectivement, c'était de la mauvaise qualité. Effectivement. Pourquoi? Parce que ça coûte 2,50€ pour une barquette familiale de lasagne. Tu peux pas t'attendre à 2,50€ avec un produit de qualité. Et je répète toujours la même chose quand je parle de ça. Mais moi, je me rappelle de ma grand-mère qui fait des soupes, qui les congèle. Et limite, ma mère me vend le truc comme quoi une soupe qui a été congelée, c'est meilleur parce que ça a eu le temps de mariner ou je sais pas quoi. Et en fait, elle me dit c'est meilleur. Ça dépend des recettes quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand c'est ta grand-mère qui te fait un bon repas, tu le congèles et tu le décongèles, c'est super bon, mais pas une pâtisserie. Donc en fait, si tu achètes un produit de basse qualité congelé, bien sûr que ça va pas être bon. Si tu achètes un produit de haute qualité congelé, bien sûr que ça va être bon. Donc en fait, c'est ça, le secret, c'est qu'il faut faire un produit de qualité à la base pour pouvoir après le décongeler. Et il y a des méthodes, tu décongèles pas n'importe quoi, il faut faire attention. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de givre, il faut des bons congélateurs, il faut que ce soit sec aussi. L'humidité, c'est un ennemi, tu vois. Donc, et quand tu respectes ces critères-là, bah, tu arrives à avoir un produit de qualité. Donc j'ai essayé ça. Et effectivement, j'ai un produit super de qualité. Je me dis, j'arrive même. Les gens, je leur fais goûter, ils me croient pas que c'est congelé. Personne me croit. Et tu dis que tu vas le vendre à qui du coup? Et du coup, je me dis, restaurants. Et du coup, je me dis, je peux pas le vendre au détail. Surtout, pareil, les achats sur Internet, il y a 6 ans, c'était pas trop. C'est surtout après Covid maintenant qu'on achète beaucoup plus sur Internet la bouffe. Surtout la bouffe, ça. Surtout la bouffe. Et en fait, là, je me dis, bah, comme c'est congelé, que c'est un bon produit, je peux les fabriquer pendant 2 jours, mes jours de repos. Je pense même pas à quitter mon métier, mon travail. Je l'ai fait pendant mes jours de repos et je congèle tout. Donc j'ai acheté des congélateurs que je mets dans mon garage quand même. Donc j'ai stocké des croissants dans mon garage. Heureusement que tu as acheté ta maison. Comment? Heureusement que tu as acheté ta maison, tu as l'espace. Bah ouais, c'est exactement ça. Et du coup, je les stocke dans mon garage et là, je vais à la vente. Et je vais à la vente et je vais dans les business, je rentre dedans, je demande à parler au patron, je demande ce que je fais, j'ai préparé un menu, je vous fais goûter mes croissants, ils goûtent et en fait ils me disent ouais, ok, j'achète. Et donc ils changent de fournisseur, ils m'achètent mes croissants. Je mens pas, j'aime pas, ça sert à rien, j'aime bien être transparent, je leur dis la vérité, mon travail c'est ça, je fais ça, je le fais pendant mes jours de repos, j'ai des congélateurs chez moi, enfin vraiment je suis transparent en fait, vraiment, mais professionnel, on fait les choses bien. Et je suis tout seul dans le labo, c'est tout seul, je fais ça tout seul. Donc grosse fierté aussi. Ouais, mais en même temps c'est normal, à l'époque tu penses pas, tu le fais. Et donc à ce stade-là, pour l'instant, c'est encore un side project. Ah ouais, carrément. Pour le fait, pour te prouver que tu peux le faire. Ah, c'est en plus. Mais il y a le côté Julien qui veut grossir tout le temps, en fait. Tu vois, qui veut évoluer. Moi, je veux pas rester comme ça toute ma vie. En fait, je me dis, ça peut pas être ma vie, ça. Donc du coup, et même encore maintenant, à l'heure où je te parle, ma vie là que j'ai maintenant, c'est pas ma vie. J'en aurai une autre plus tard, mais c'est en progrès. Et donc du coup, je vends, ça prend, et là, je me fais virer. Là, mon patron, il me dit, en fait, j'arrive un jour, mon PC, il est plus là, il n'y a plus rien, il n'y a plus mes affaires. À l'américaine, quoi. À l'américaine, et on me dit, ah, Julien, on t'attend au bureau. Donc, du coup, je monte. Tu sais déjà que. Bah oui, je sais que je suis viré, là. Et en fait, il me vire, je demande la raison, il me la donne pas. Parce que la loi Colorado, t'es pas obligé de le dire. Ah ouais? Bah non. Là, maintenant, on est devant le magasin. Je peux dire à tout le monde de sortir, vous êtes viré, vous n'avez plus de. T'as pas de compte à rendre. Aucun justificatif à donner. Aucun. Donc du coup. Donc t'as jamais su, enfin t'as même pas une suspicion de qu'est-ce qui s'est passé ou... Bah bien sûr, c'est Label. Parce que le truc il grandit quoi. C'est Label et puis je me dis, je me mets quand même à sa place. C'est normal aussi qu'un de tes employés il fait un truc à côté et quand tu connais ses compétences, tu connais ce qu'il fait, c'est dans la bouffe, même si moi je le vois comme des choses totalement différentes. Il s'est senti attaqué, c'est normal. Et dans sa tête, je pense, il se dit merde, si je prends pas action, je vais perdre ça. En fait,
Et pourtant, lui t'es pas en concurrence directe. Enfin, non, pas la même chose, mais je pense que ouais. lui a cru en moi avant moi. Moi, je l'ai fait parce que donc je le fais. Donc, il sent un peu trahi, quoi. Non, mais je pense qu'il se dit Julien, il va réussir en fait. Il va grossir, il va finir par partir si c'est pas moi qui le vire avant. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. C'est un peu comme une rupture amoureuse. Je préfère le faire avant que tu le fasses, quoi. Et c'est exactement ça. Tu mets le doigt dessus. Et du coup, c'est mon chef de cuisine qui a pris ma place en fait. Et c'était planifié comme ça. Et j'étais le seul à pas savoir en fait. Et du coup, il me vire. Et là, je rentre à la maison et je me dis, ok, putain. J'ai pas le choix quoi. Faut que je charbonne là. Et là je peux pas me payer. Moi je vends quoi? Je vends $1,500 par mois de sachant produits. Que t'as tous tes produits, matières premières aussi. Voilà, et je dis rien. Et là je me dis ok, combien d'argent on a, etc. Donc là t'es avec ta femme actuelle? Je suis avec l'américaine, donc et j'ai un enfant aussi. D'accord. Ah oui, parce que du coup j'ai ouvert mon business. Ma fille elle avait 3 mois. D'accord. Aussi. Okay. Au passage. Mais on peut se parler un peu rock'n'roll pour ta fille. Ouais, un peu rock'n'roll parce qu'encore une fois il y a pas de risque vraiment en fait. Quand tu fais les choses relativement bien, je pense qu'il n'y a pas de risque, tu reviens en arrière, c'est pas grave, au pire tu reviens en arrière en fait, c'est ça. Donc du coup je suis viré et là je me dis dos au mur et je me dis c'est maintenant ou jamais, je peux pas laisser tomber ça, chercher un travail. Donc en fait je mets toutes mes billes dedans, je travaille à fond dessus et en fait le fait d'avoir plus de temps. Tout mon temps de la semaine, j'ai évolué tellement vite. Le mois d'après, j'embauche une boulangère. Je me paye un salaire 2 mois après. En fait, je crois que ça m'a mis 2-3 mois avant de me payer. Et je me paye, j'embauche des gens. Et en fait, là, c'est parti. D'accord. Et après, on n'arrête plus. Mais ouais, parce que maintenant, tes croissants, on les trouve même à l'aéroport de Denver, non? Absolument. Là, c'est environ 120 magasins dans tout Colorado. On travaille avec des distributeurs. Tu peux trouver mes croissants au Nouveau-Mexique. Tu peux trouver mes croissants dans les montagnes, Aspen et tout, tu vois, partout. Ouais. Wyoming, Utah aussi. Tu peux aussi trouver les croissants là-bas, c'est ouf quand même. Ouais, tu vois. c'est clair. Et donc on voit les étoiles là dans les yeux. Ouais, ah non mais je suis, oui, parce que je suis fier et je suis content et puis il y a un passé aussi. Il y a un passé. Les gens n'auraient jamais misé sur moi avant, jamais. Donc là maintenant, on vient à moi. C'est quand même paradoxal, tu vois. Tu te dis, les gens, ils auraient pas cru en moi et maintenant ils viennent à moi, tu vois. Donc ça fait plaisir. Il y a un petit peu de mon ego qui est content quand même, tu vois. Bah t'as le droit, hein, c'est pas. Enfin, ça c'est encore un trait un peu français. J'aime pas faire de généralité, mais le trait un peu français de pas oser dire qu'on est super fier de ça. T'as le droit de dire que c'est absolument. Génial, et en fait, je l'assume, tu vois. Je l'assume parce que si tu regardes les réseaux sociaux, je me mets devant la caméra. Et en fait, c'est des hauts, des bas, tu vois. Il y a des fois, je suis beaucoup devant la caméra, des fois, j'y suis jamais. Et des fois, j'ai besoin de ça. Des fois, j'ai besoin de faire ça et d'entendre les retours des gens et de me dire, et quand les gens ils me disent oh, putain c'est trop cool ce que tu fais et tout, et ben là ça me fait plaisir. Donc j'ai mon ego qui a besoin d'être alimenté à un certain niveau et après voilà il faut garder la tête froide aussi, mais j'ai mon ego qui me fait ça, qui me fait plaisir et comme tu dis oui c'est ça, c'est moi je suis fier. Je suis fier de, je suis fier de réussir, que ce soit financièrement, que ce soit sentimentalement, que ce soit humainement, que ce soit émotionnellement. J'essaie de vraiment améliorer ma vie dans tous les domaines. Donc voilà, et après donc l'aventure label a commencé. En fait, c'est ça. Donc et en quelques chiffres ou en quelques faits, on va dire, c'est la première embauche au bout de 2 mois. C'est la 3e personne qui rejoint la boîte, ça fait 1 an. Au bout d'1 an et 2 mois, j'embauche mon premier livreur parce que je fais les livraisons à l'époque, je fais tout. Tu vois, tu fais tout. J'embauche mon livreur. Du coup, je veux quitter la commissary kitchen pour avoir ton lieu pour dédié, avoir ma propre boutique. Et en fait, je trouve un local. Seulement, c'est pas prêt avant 8 mois. Donc en fait, je suis en stand-by, je peux pas grossir. Donc j'essaie de temporiser. Et là, je m'ennuie parce que je veux grossir. Et après, j'ai mes nouveaux locaux. Je commence dans mes locaux, je charbonne, je fais tout pour grossir. J'arrive très très vite à max capacité. J'embauche un pâtissier français aussi à l'époque parce que j'avais envie de donner la chance comme à moi on me l'a donné. Comme on te l'a donné aussi, sûr, donc quelqu'un qui venait de France. Absolument, et ça a été une expérience magique aussi ça. Et après ces locaux-là, j'emménage dans mes locaux actuels. À Thornton du coup. À Thornton et c'est là où il y a la pandémie, c'est là où il y a Covid. J'emménage le dimanche. Le mercredi d'après, c'était le lockdown en fait. C'est là où tout fermait. Il y a eu un lockdown Colorado aussi. Il y a eu. Et du mercredi, on ferme tout. Enfin, tout ferme, mais j'ai plus de commandes en fait. J'ai aucune commande. Et à l'époque, j'ai
J'ai aucun retail, je fais que de la vente en gros. Que du B2B, quoi. Ouais, que de la vente en gros. Et du coup, là, il n'y a plus personne qui commande. J'ai 9 employés peut-être. 9 employés. Et en fait, je me dis, mais je peux pas. Tu peux pas les lâcher non plus. Ah non, je peux pas concevoir, en fait, laisser mon équipe, en fait. Je peux pas concevoir. Et même moi, je me dis, je peux pas. J'ai construit tout ça. Tout ça depuis que je suis venu aux États-Unis pour arrêter. Absolument pas. Donc c'est là où je fais une vidéo avec mon pâtissier de l'époque. Je fais une vidéo en disant, et d'ailleurs, si tu la regardes, elle doit durer au moins 15 minutes pour faire un message qui aurait pu dire, il aurait pu être fait en 2 minutes. Mais j'aime beaucoup parler, donc du coup, je parle. Et quand je regarde la vidéo maintenant, je me dis, mais punaise, mais n'importe quoi. Mais bon, je parle avec mon cœur et je dis ce que j'ai envie de dire. Je le dis, je le dis. Et ce que je dis, c'est qu'à partir de demain, donc le lendemain, je cherche même pas à analyser si ça va marcher. On va en direct. Les portes labels à la centrale, du coup, dans l'entrepôt sont ouvertes. Venez nous soutenir, cherchez des croissants. Il est hors de question que je laisse mon staff partir. Et là, il y a eu un gros mouvement. Un élan de solidarité. Ouais, un élan de solidarité. C'est une des caractéristiques de l'Amérique aussi. Encore une fois, c'est pas pour comparer. En France, il y a ça aussi, mais ici, on le ressent plus quand même. Les gens qui doivent être aidés, il y a beaucoup de gens qui répondent et qui vont aider les gens. All right. Hello everyone, my name is Julien from Label French Bakery. I'm the owner, and here this is Chris, one of my baker. As everyone see, the coronavirus and stuff like that has a big impact through the world, and it's kind of like very scary, and all of us need to take action. So I'm trying to do something today to make small businesses, survive a little bit. The reason I'm doing this video here is also because I do believe in America. Like, one of the reasons I stayed in America was because I saw how people were loyal, how people were always helping each other, and how I was welcome here in this country. Things that I never had in France, and that's why I love this country so much. That's why I want to help as well. And that's why I ask for help as well for my employees. Et donc je me lance en retail et en fait ça se vend bien en fait et c'est le début de Label Retail en fait. C'est le début de Label Retail, il y a la télé qui vient aussi, il y a des journalistes, il y a des choses et en fait voilà, je suis exposé en fait, je suis vraiment exposé. J'arrive avec la vente de retail à maintenir pour dire que j'arrive à rester vers le zéro, vers le positif. Et du coup, comme je suis pas en négatif, j'ai pas d'aide financière, j'ai aucune aide en fait. Et c'est pour ça, la mairie, c'est pas de leur faute, c'est juste il y a des cases à respecter et c'est fédéral. En fait, tous les aides au Covid, elles ont été fédérales. Et donc, je fais ça marche bien. Et au bout encore une fois, l'évolution, ça marche. Et je me dis, ça va s'arrêter. Mais en fait, ça s'arrête pas. Et donc, comme ça s'arrête pas, je transforme une portion de l'entrepôt en boutique. Et d'amélioration en amélioration, à force que l'argent rentre, forcément j'ai amélioré ça. Je continue le wholesale, ça reprend et en fait les deux combinés forcément c'est beaucoup. Et là c'est vraiment le début du vrai succès en fait. C'est vraiment le début du vrai succès où les finances vont bien, le business va bien. Personnellement ça va bien, il y a beaucoup de choses qui vont bien en fait. Entre deux j'ai divorcé et puis j'ai mis 8 mois quand même avant de me ressentir bien, peut-être 1 an. Et en fait pendant cette période là c'était pas forcément facile. Mais où t'as beaucoup créé finalement. Ouais, j'ai mis ma tête dans le travail en fait. Ouais. Et là vraiment c'était le retail plus le wholesale, c'était le paradis. J'ai l'impression que j'étais le roi du pétrole. Tu vois, tout se passait bien donc j'ai mis mes billes dedans. À l'époque je rencontre mon associé actuel. Donc c'est Charles Bayache. Et un Français, un local. Un Français. Donc je le rencontre. Je suis président de la chambre de commerce à l'époque. Non, je le rencontre. Je suis juste un donateur. Ensuite, je deviens board member. Membre du board et ensuite je deviens président pendant que je suis avec lui. Mais je le rencontre à l'époque et lui a eu l'expérience aussi de perdre son travail à Singapour, en Asie. Et du coup, il est venu ici. Sa femme, elle est institutrice dans une école ici.
Et il recherchait quel allait être son prochain investissement, son prochain projet. Et là, on se rencontre et ce mec, il croit en moi, quoi. Ce mec, et je pense qu'il voit, en fait, il voit dans mes yeux, il voit la flamme, il voit le. Et toi, à ce moment-là, tu as besoin d'un associé pour continuer à grandir ou... Pas du tout. Non, c'est juste que c'est une opportunité qui se présente et que ça a du sens, quoi. En fait, à la base, je commence à lui parler de mon business parce que je suis fier. Ouais. Et lui, il écoute, il analyse. Et en fait, il y a un moment donné, on a une discussion. Et il me parle un peu de ce qu'il veut faire. Et en fait, je lui disais, mais Charles, t'as vu le métier que t'as quand même, tu peux faire bien plus, quoi. Je sais pas, au lieu de mettre ton argent dans des trucs comme ça, on ouvre un shop label, boum, t'investis dans label, boum, tu vois, au moins tu fais un truc sérieux, quoi. Tu deviens patron. Et en fait, il me dit, ah non, mais t'es sérieux? Et en fait, moi, à la base, c'est une blague. Tu l'aidais pas, mais en fait, oui, c'est parce que aussi je veux l'aider. Je vois qu'il y a un potentiel, ce mec aussi. Et puis il me dit je serais intéressé de regarder. Et là il commence à m'expliquer qu'en fait il a déjà mis de l'argent dans des sociétés, il est actionnaire en fait, il est investisseur dans des sociétés. Et là en fait je le prends en sérieux aussi et je me dis ok je veux bien voir les options. Et de fil en aiguille on a trouvé un accord. On a trouvé vraiment notre projet sur le long terme et il a rejoint Label. Et en fait ça a été une opportunité en or pour moi, en or pour lui aussi, j'espère. Vous êtes aussi très complémentaires de par vos expériences de vie. Mais absolument. Moi, tout ce qu'il fait, je sais pas faire. Tout ce que je sais faire, il sait pas faire. En fait, donc c'est parfait. C'est un peu la clé, c'est de s'entourer de exactement. gens qui savent faire ce qu'on sait pas faire. Exactement ça. Et c'est quelqu'un qui a travaillé pour des très gros groupes. Donc moi, j'ai toujours travaillé pour des relativement petites sociétés, à part les grandes surfaces en France. C'était des petites sociétés. Et lui a travaillé pour des gros groupes. Donc il y a une connaissance. Il y a une connaissance que j'ai pas, simplement. Voilà. Il y a une connaissance que j'ai pas et j'ai un truc qu'il n'a pas. Et donc du coup, à deux, en fait, on sait qu'on est une bonne équipe. Et le but, c'était qu'il rentrait dans Label. Forcément, il rentre avec de l'argent, donc on investit dans Label à fond. Parce que le projet Label, c'est pas forcément d'être riche, tu vois. C'est quoi la mission de Label ? La mission de Label, c'est de prouver à tout le monde qu'on peut faire ce qu'on veut. J'adore. Mais carrément, parce qu'en fait, je suis en... C'est bizarre parce que j'ai pas envie de prouver aux gens ce que je vaux, mais en même temps j'ai envie. Parce que je sais que dans l'eau, ça va inspirer des gens qui sont freinés. Qui se mettent peut-être des freins qui sont freinés par les autres, qui sont freinés par la société. La société, elle te dit que tu peux pas faire des choses. Et en fait, je viens de prouver le contraire. Et comme je viens de prouver le contraire, j'ai envie de le mettre dans la face de tout le monde pour que des gens qui ont la même énergie que moi et qui veulent faire des choses, ils sont pas limités à leur statut social, ils sont pas limités au diplôme, ils sont pas limités à l'argent qu'ils ont. Et pas limité au fait qu'on te dise non. Exactement. Et donc du coup c'est pour ça. Ça c'est la mission Label. Et du coup j'ai envie de grossir et j'adore le procédé en fait, le process. J'adore le process d'évolution. Et donc du coup j'ai pas envie de m'arrêter et je m'arrête pas. Et donc là, on est dans la deuxième bakery Label. Ouais, là on est dans la deuxième. Donc au sud de Denver. Là on est dans la deuxième au sud de Denver. Donc c'est la concrétisation de votre association, du partenariat avec Charles. D'accord. C'est ce qu'on a travaillé. Donc ça a pris 1 an et demi quand même. 1 an et demi. Et là maintenant, on sait que ça marche. Donc en fait, on a eu le feeling qu'on a eu à s'associer, il est bon. Le projet qu'on a fait, il est bon. Donc on continue. Trop bien. On continue. Et alors, c'est quoi la suite ? La suite, c'est un autre shop en septembre. Ah ouais ? Ah bah ouais. D'accord. Cet épisode, il va sortir a priori la semaine du 4 juillet. Ok, donc il y a que vous qui le sachez en fait, qui le savez alors du coup parce que j'en parle pas trop. D'accord. J'en parle pas trop. Ça, j'en parle pas. Là pour l'instant, je garde pour moi. Et il y en a bien plus qui arrivent en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. Là maintenant, en fait, c'est parti quoi. Ouais. C'est parti. Là, je m'arrête pas. Alors, j'aurais bien aimé juste revenir avec toi sur ce que tu as fait, en fait, à peu près au moment où on devait se parler initialement en fin d'année dernière. T'es rentré en France, justement. T'as un peu rebouclé la boucle. Est-ce que tu peux me parler de ce projet, comment ça s'est construit, finalement, et de comment ça s'est passé ? Ouais, et est-ce que, avant que je t'explique ça, est-ce que tu es au courant que j'ai fait un show télé ? Le challenge ? Ah non. Je l'ai fait avec Omar Soubra, avec justement le patron d'Altamera. C'est un truc de fou ça. Ça c'était il y a 1 an et demi. C'était avant que j'arrive en Colorado. Ouais. En fait, je suis contacté par le Food Network. Okay. Donc Food Network national. C'est une chaîne câblée pour ceux qui connaissent pas aux États-Unis. Et t'as déjà entendu Baking Championship? Donc t'as des pâtissiers qui font un championnat en fait à la télé. Comme t'as le meilleur pâtissier, la UK, etc. sur Netflix. Exactement. Et en fait, ils me contactent en disant que j'ai le profil, etc. Donc je passe les auditions. Je passe les auditions jusqu'en l'audition finale où il y a environ 12-15 candidats. Ils en retiennent que 8 ou 6. D'accord.
Et en fait, je suis pas retenu. Bon, bah, c'est tout la première fois. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Pas de souci. Et en fait, je comprends que mon profil, il est pas destiné à tout le monde. Je comprends aussi que c'est un business, qu'ils doivent aussi faire de l'anima, etc. Donc, je comprends. Pas de souci. Et en fait, ils me recontactent 3 mois après. 3 mois après, mais pour un autre show. Donc là, je me dis, ok, j'ai quand même en fait le profil, mais ça matchait pas avec leur projet. Voilà, ça matchait pas avec le projet où ils avaient plus de candidats, ils ont dû faire des choix. Et là, je refais le truc et c'est pendant Covid, donc heureusement d'ailleurs. Donc au moment où tu es en train de décoller avec Label. Ouais, je décolle avec Label et en fait, on fait le casting. Ça se passe très bien jusqu'en finale et je sais exactement pourquoi ils m'ont pas pris, tu vois, c'est ça le pire. C'est que ils me disent ok, très bien, tout parfait et tout, j'ai passé du temps en fait, j'ai fait des pâtisseries pour leur présenter, tu vois, et là j'ai dû montrer mes qualités de pâtissier, donc j'ai fait des choses plus techniques, mieux, parce que tu prends le temps de le faire. Et à la fin, ils me disent ok, dans le championnat, vous allez devoir faire un wedding cake, gâteau de mariage. Est-ce que vous savez faire? Je fais à l'américaine ou à la française? C'est ce que je leur demande et du coup je leur dis wedding cake oui, mais je dis est-ce que vous me demandez de travailler le fondant américain, tu vois, la pâte à sucre. En fait, c'est la pâte à sucre. Est-ce que vous me demandez de travailler la pâte à sucre ou je suis libre de faire ce que je veux? Et en fait, il me dit ouais non, c'est tout pâte à sucre. Et là je fais non, ça je fais pas. Et en fait, je dis et elle me dit mais vous savez faire ou et je fais ouais, je sais faire, mais je le ferai pas. Et je fais pas parce qu'il faut que ça respecte mon identité. Moi, j'ai ma marque. Il y a Label French Bakery. J'ai un standard. Et il est hors de question que je fasse un gâteau avec de la pâte à sucre et avec du riz soufflé. Et puis, je peux pas. Je peux pas toucher à ça. Et en fait, ils me disent, mais si on vous demande, parce que c'est une épreuve. C'est l'épreuve et c'est important et on a besoin que vous faites un gâteau de mariage. Je dis oui. Je vous fais un gâteau de mariage, mais ça sera pas avec ça. Et je dis l'exemple, j'ai montré les fraisiers, etc. Où je peux avoir des niveaux différents. Je vais, à la place de faire du fondant, je vais le faire en chocolat. C'est pas la même chose ou avec du sucre. Mais je dis, je fais pas, je touche pas au fondant. Et en fait, j'ai vu leur tête, bien sûr, pour le fondant. Et en fait, c'était l'éliminatoire. Et en fait, je suis ressorti du meeting. Tu t'en es voulu ou? Non. Bah non, parce que tu restes toi-même. Tu vois, tu peux pas faire un jeu à la limite. Ouais, non, je peux pas. Il faut que je prenne du plaisir et en fait, mon image, c'est l'importance de mon image, c'est de représenter qui je suis. Et tu peux faire ce que tu veux. Et en fait, ça plaît aux gens. Et jamais je toucherai à ça. Peut-être un jour je le ferai, mais il faudrait que j'en ai envie. J'ai été voir ma directrice marketing et je lui ai dit j'ai une idée, on fait un show télé. Et en fait, elle me dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je fais ouais, je dis le Food Network ils veulent pas. Là, ça fait 2 fois. Et en fait, j'étais tellement excité à l'idée de faire un show télé, tellement excité que t'étais pas prêt à passer à autre chose. Bah non. Et en fait, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Quand j'ai décidé quelque chose, je veux le faire. Et en fait, il y a pas de non. En fait, si je veux faire quelque chose, je le fais. Et du coup, je lui dis mais c'est pas. En fait, je veux faire un show télé maintenant. Je suis excité à ça. Et donc. On n'est pas obligé de le faire avec le Food Network. Eux, ils veulent pas de moi, c'est pas grave, on le fait nous-mêmes. Et du coup, on a fait notre show télé, donc on a cherché des candidats, des boulangers. Donc moi, j'étais un juge pour le coup, locaux. On a trouvé des boulangers pâtissiers, des bakers. Qu'ils étaient amateurs, parce que professionnels, il y en a pas tant que ça non plus. Et on a trouvé des gens, on a fait un casting. J'ai trouvé mes juges, donc dedans il y a Omar Soubra, il y a Joey, le patron d'Altamira. Donc ma directrice marketing a fait l'animation et j'ai contacté. Ou quoi, sur les réseaux sociaux? Ouais. Donc en fait j'ai contacté Nine News. D'accord. La chaîne locale. Bah oui, parce qu'ils sont venus faire des reportages, tu vois, ils sont venus faire des interviews. Et donc du coup j'ai contacté des gens que j'avais en contact et je leur ai montré le projet et je leur ai dit voilà, c'est Label qui vous paye quoi. En plus, est-ce que tu peux travailler en dehors de la chaîne locale? Oui. Et donc en fait on a créé une équipe et en fait on a fait une production et la production elle est sortie. Alors bien évidemment, je suis pas un directeur tu vois, mais franchement, je suis très fier de ce qu'on a fait parce que c'est professionnel en fait. Alors c'est pas parfait. Et puis t'as animé en plus pendant le Covid. Enfin, je veux dire, putain, mais c'était top. C'était top. Et les gens, ils ont gagné. Alors le premier, il a gagné 1 an de pâtisserie à Label. Il a gagné un KitchenAid mixer qui est réputé dans le truc, tu vois, et dans l'industrie. Ouais, des trucs pas dégueux quoi. Voilà, j'ai fait les choses, j'ai essayé de faire les choses bien et c'était super et du coup c'est disponible sur YouTube, sur Facebook aussi, mais c'est un des trucs, tu vois, que voilà, je veux faire quelque chose, je le fais. The name that's very simple, Label French Bakery, le challenge. Bonjour and welcome to Le Challenge, the first ever baking competition right here at Label French Bakery.
I'm Vanessa. And I'm Mandy. We will be your hosts as you watch our top 4 bakers compete in 2 rounds of intense competition, all in hopes to win the title of La Belle's first challenge winner. Et donc du coup, pour revenir du coup au croissant, cette fameuse question, c'est que si tu regardes mes réseaux sociaux, tu vois qu'il y a des croissants fantasy. J'ai trouvé finalement le mot, c'est des croissants fantasy. Ok, Avant, alors je savais pas. décris-le parce qu'on n'a pas l'image là. Ouais. Alors les croissants fantasy, c'est un croissant que du coup tu vas faire bicolore, tu vas les forer, tu vas faire du décor et ça représente quelque chose que tu connais mais qui est adapté au croissant. Donc si je te parle d'un Oreo, tu t'as déjà goûté un Oreo, eh ben je fais un Oreo croissant. Donc forcément il va être noir, il y aura du blanc, il y aura du crumble et il y a le goût Oreo en fait. Donc si tu goûtes ça. Ensuite. Mais avec quand même de la pâte feuilletée qui reste propre à l'identité du croissant. Voilà, c'est un croissant qui est adapté et qui est au goût de l'Oreo. Après tu peux les faire à la tarte aux pommes, tu peux les faire à la fraise. Mais pas à la pistache ou un truc. À la pistache, absolument ouais, à la pistache. Carrot cake, à la carotte du coup ouais. Cheesecake, tout ça. Tu peux faire des. Voilà, en fait, c'est infini. Et donc, j'ai commencé à faire ça. C'est ça qui t'a fait pas mal connaître, non ? J'ai l'impression que quand je cherche la bakery, c'est cette image-là qui ressort beaucoup. Tu vois, c'est bien et ça montre en fait qu'encore une fois, il n'y a pas de code, il n'y a pas de limite et tu peux faire ce que tu veux. Et en fait, ça plaît aux gens. Mais dans le lot, donc je faisais ça toutes les semaines, une pâtisserie différente, beaucoup d'énergie, tu vois, et je faisais ça. Et tu sortais un special comme ça. Ah ouais, tous les semaines. Chose qu'on a changé un peu, là maintenant c'est 3 spéciaux tous les 2 mois. D'accord. On change un peu parce que ça demande trop de ma personne et en fait j'ai plus le temps d'être dans le labo et c'est un peu plus difficile, mais j'ai encore envie de garder cette image. Et donc on fait ça. Et forcément dans le lot il y a du très positif mais il y a du négatif et en fait le négatif c'était entre autres des Français mais pas que c'est parce que c'est en Amérique, en France ça marcherait jamais, c'est pas de vraie boulangerie française et en fait ça m'a donné une idée. Ça t'a mis un peu au défi d'aller montrer que les gens allaient les manger. Je me suis dit c'est quoi en fait encore une fois les gens ils me disent ça. Okay. Je prends l'information mais j'ai envie de la vérifier, du coup il n'y a pas mieux qu'aller en France pour le vérifier tu vois. Donc du coup je me suis dit le croissant crème brûlée qui est passé sur M6 parce qu'entre deux il y a M6 qui est venu faire un reportage sur le Colorado, j'étais un des profils et ils ont montré les croissants fantasy et du coup j'ai montré le croissant crème brûlée. Et croissant crème brûlée c'est fourré avec une crème pâtissière, donc c'est pas vraiment une crème brûlée mais dans l'idée c'est ça et c'est glacé au caramel et donc du coup t'as la sensation de manger une crème brûlée un croissant à la crème brûlée. Et donc je leur ai montré ça, donc il y a eu beaucoup de Français aussi qui disaient je veux goûter et t'as des gens qui disaient non c'est parce que c'est US sinon ça marcherait pas. Et donc j'ai contacté un de mes amis qui a sa boulangerie en France, La Fabrique, son prénom c'est Rémi, et je l'ai contacté parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Lui aussi est créatif et innovateur et je me suis dit, je dis Rémi, tu vois le croissant crème brûlée et tout, j'aimerais bien qu'on trouve un accord ensemble pour qu'on puisse le faire. Tu le fais dans ta boulangerie, je le fais ici et on se fait du marketing ensemble pour montrer qu'en France ça se vend. Et on commence à parler de ça, du projet, lui il est super intéressé. Et en fait au fur et à mesure qu'on parle, je me rends compte qu'il faut que j'aille en France, c'est même pas juste faire le croissant en France, c'est en fait en France. Et du coup je lui dis en fait Rémi, je viens en France, on le fait à 2 en France. Et du coup il était super excité. Sur une semaine ou sur sur une semaine, donc j'ai pris une semaine, je suis parti en France et là c'était rock'n'roll parce que du coup il faut que je sois efficace. J'ai pas juste fait le croissant, j'ai fait plein de trucs et le plusieurs produits tu veux dire? Non, plusieurs. Donc j'ai été visiter une usine de chocolat que j'ai rencontrée il y a plus de 10 ans. J'ai été dans des business meetings de la région pour parler un peu de l'histoire La Belle et comment on faisait et pour la différence entre l'Amérique et la France. J'ai contacté du coup aussi Auchan, là où j'ai commencé. Ouais, là où t'as commencé comme t'étais et j'ai contacté mon maître d'apprentissage et je lui ai dit je viens en France faire des croissants. Ça serait cool quand même que Auchan me laisse faire des croissants. Et donc du coup on s'est dépêché, on a eu un meeting avec tous les responsables Hauts-de-France qui pouvaient donner l'autorisation. Ils ont envoyé tout ça à leur équipe d'avocats pour rédiger un contrat parce que encore, tu vois tu dois faire gaffe. Bien sûr. Et en fait on a tout signé, on a tous fait ça relativement vite parce que c'est un peu aussi au dernier moment et je voulais absolument le faire avant les fêtes parce qu'après les fêtes on a beaucoup de boulot. Et en fait, Auchan a donné son accord. Donc en fait, j'ai La Fabrique, j'ai Auchan, on vend les croissants. Et entre deux, du coup, je me dis, les croissants, je peux pas prendre de l'argent en français, c'est pas le but. Je veux vraiment montrer que en fait, ça marche aussi, tu vois. Et d'ailleurs, je recommande à des Français que s'ils veulent faire ça, qu'ils font ça parce que ça marche en fait. Ouais. Et du coup, j'ai contacté une association, ça s'appelle Cuisine Mode d'Emploi, qui est fondée par Thierry Marx.
qui est très connu en France du coup, et qui aide les gens en difficulté à apprendre un métier pour qu'ils puissent avoir un métier dans les mains et un travail. Donc ils sont formés en 2 mois dans cette école pour intégrer des restaurants ou des pâtisseries, etc. Et du coup, j'ai reversé tout l'argent à eux. Génial. Rémi aussi de la fabrique a accepté aussi de reverser tous les bénéfices là-bas. Ouais. Auchan aussi, du coup. Tu vois. Comme ça, on n'a pris aucun argent, personne. T'as une idée de ce que vous avez réussi à lever en une semaine ? On leur a fait un chèque de 1 300 €. Génial. Donc en fait, on a fait... En une semaine, c'est pas dégueu ? En deux ventes. C'est même pas une semaine, c'est 2 ventes. Parce que, t'as fait des pop-up Ouais, en fait, j'ai fait juste un pop-up à la fabrique, une journée. D'accord. On a fait 400 croissants, on a tout vendu. Wow. Et on en a fait 500 à Auchan, et pareil, on a tout vendu en fait au matin. Donc en fait, on a tout vendu. On aurait dû faire plus. Mais au moins, on a relevé quand même ça. Et j'ai fait une masterclass aussi à Cuisine Mode d'Emploi pour les élèves, quoi. Tu vois. Donc en fait, je suis resté 6 jours, mais ça a été 6 jours super intenses. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Et en fait, on a vendu tous les croissants. Donc mission réussie. Les croissants labels peuvent se vendre n'importe où. Voilà, ça se vend aussi en France. Donc les gens qui doutent, peu importe d'où ils viennent, qui viennent goûter le croissant, qui s'arrêtent pas juste à une image de un croissant, ça doit être comme ça. Un croissant peut être comme tu le veux, ça dépend du chef et ça dépend de ta créativité. Et si c'est bon, c'est bon. C'est tout. C'est une belle conclusion, ça. C'est une belle conclusion. Si c'est bon, c'est bon. C'est très bien. Il n'y a pas de débat à faire. C'est trop cool, écoute, bravo. Ouais, je te remercie. Super intéressant ton parcours. En fait, tu le savais pas, mais tu étais américain depuis le début. Peut-être en fait, on sait pas, hein, mais vraiment en fait, donc je suis citoyen américain depuis janvier de cette année. D'accord. Et j'ai attendu très longtemps avant de le faire parce que je me sentais français. Ok. Même si j'adore mes racines, j'adore la France pour ce qu'elle a à m'offrir. Mais dans mon cœur, je suis américain et je resterai toujours ici. D'accord. Donc en fait, j'ai trouvé là où je veux être. Comment tu veux vivre Comment je veux vivre, et même les opportunités, enfin un peu tout. Tu vois, tout mon modèle est fait sur l'Amérique. Mes finances sont faites sur l'Amérique. Il y a en fait aucune. Ici, quoi. Il y a aucune raison. Un Américain qui met son argent en France, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, en fait, c'est plus le contraire qu'il faut faire. Donc, je reste ici, je fais mon travail ici, je fais ma vie ici, et peut-être que je bougerai, mais pour l'instant, je suis très heureux ici. On verra comment ça se passe. Ok. Donc voilà. Et est-ce que tu as un truc que tu aimerais bien dire au Julien d'il y a 15 ans Au Julien d'il y a 15 ans Oh putain, ça fait un peu émotif et tout là, mais au Julien d'il y a 15 ans, c'est. Désolé. Je dirais, te laisse pas. Laisse le jugement de côté. Parce qu'en fait, je me suis fait juger beaucoup. Et tu vois, rien que là, en fait, ça me fait bizarre, tu vois. C'est vrai ? Ouais, limite, tu le passes pas, quoi. Tu vois, c'est vrai ? Ouais. Parce que là, dans mon ventre, ça fait bizarre. Genre, limite, j'ai envie de pleurer, tu vois, un peu. Parce que je suis émotif avec ça, en fait. Parce que je me rends compte en étant adulte que ma force, ça a été la méchanceté des gens. Et maintenant, je transforme ma force grâce à la bonté des gens. Et donc en fait on est conditionné par là où on vit, qui nous a élevés, les gens qu'on rencontre dans la vie en général. Et si on peut mettre en avant les gens qui ont de la vraie bonté dans leur cœur, le monde serait meilleur. Donc je dirais au Julien d'il y a 15 ans, écoute-toi, écoute personne d'autre. Et en fait c'est ce que j'ai fait, tu vois. C'est pour ça que j'ai rien à lui dire parce qu'il a fait ce qu'il avait besoin de faire. Mais je dirais aux gens qui sont comme moi, surtout en fait, c'est ça le message, c'est que il n'y a pas de règles. Et même dans mon entreprise, on fait pas les choses comme moi je l'ai vécu. En fait. Et tout le monde est content. Tu verrais mon équipe, c'est un truc de fou. Vous êtes combien maintenant ? Là, on est entre 30 et 40, on doit être 35 là. D'accord. Et il y a un dynamisme et il y a surtout un respect de soi-même. Il y a une hiérarchie qui est accessible à tous. Il y a des valeurs. Et les valeurs, c'est le respect, self-awareness, leadership. Parce que c'est ce qui m'a fondé en fait. Et j'ai horreur des gens qui utilisent leur titre, leur pouvoir en fait. Tu vois, ils pensent qu'ils ont du pouvoir juste parce qu'ils ont un titre en fait. Et je me bats contre ça en fait. Je me bats contre ça, contre l'abus de pouvoir en fait en général, la justesse. Tu vois, on en reparlait tout à l'heure. Je me bats contre les stéréotypes. Et je me bats contre tout ça en fait. Et du coup, je recommande aux gens d'essayer de vraiment bien se connaître et de vraiment suivre son cœur. Et ça paraît stéréotype, hein, tu vois, mais c'est vraiment la vérité. C'est ce que tu as appliqué, c'est ce qui a marché. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Donc, c'est le message que j'aurais. Eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie.
Putain, en plus, c'est vrai, ça m'émotive, tu te rends pas compte. Hein, parce que... mais non, mais je comprends. Mais c'est pas une tarte d'être ému. Non, je le vis bien, mais je m'attendais pas. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Julien Renaud de la boulangerie La Belle dans la banlieue de Denver pour son accueil, pour cet échange que j'ai trouvé très énergisant et très inspirant. Merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet échange vous aura plu autant qu'à moi et si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, comme vous le souhaitez, et même éventuellement de prendre 10 à 15 secondes supplémentaires pour vous rendre sur votre application préférée de podcast, sur celle que vous utilisez là tout de suite. Et si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict ou encore Castbox par exemple, eh bien donnez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire, un petit mot, un message de soutien. Parlez-moi de votre épisode préféré. Laissez libre cours à votre imagination, ça compte énormément et ça nous aide aussi à faire connaître le podcast. Tradition oblige, je vous propose de découvrir tout de suite quelques indices sur l'épisode de mardi prochain. Déjà, quand tu pars de la Californie, tu vas traverser le Nevada ou tu vas traverser l'Arizona pour rejoindre le Nouveau-Mexique, par exemple. C'est déjà un voyage, en fait. Donc, du coup, nous, ça nous dérange pas. Ça fait partie du trip, on adore. Et c'est pas un problème. Faut aimer rouler. Ça, c'est sûr qu'il faut aimer rouler. Mais vraiment, il y a une sensation quand tu es sur la route qui est incroyable aux États-Unis, où tu as des immenses paysages à perte de vue, et puis tu vois pas le temps passer. Enfin, nous, en tout cas, on voit pas le temps passer, on adore ça. Je pense que c'est une amie de la famille qui nous a dit je connais un couple qui reviennent des US, ils sont allés faire un road trip dans l'Ouest américain, ils ont adoré, et nous, on cherchait une destination pour l'été. Et c'était notre première vraie destination tous les deux, en fin de compte. Et on s'est dit, c'est vrai, ça serait sympa et tout, on connaît pas, on verra bien ce que ça donne, allons-y. Et j'ai commencé à préparer ce road trip, je t'avoue que ça fait longtemps, c'était en 2008, donc je me souviens plus de comment j'ai préparé ça. Mais en tout cas, on voulait pas passer par une agence, c'était sûr qu'on voulait faire nous-mêmes, en fait, les préparatifs. Comment vous est venue cette idée, parce que tu n'avais jamais fait ça avant ? Non, j'avais jamais fait ça avant, mais pour moi, le fait de partir avec une agence, c'était me retrouver avec des personnes âgées. Et du coup, c'était, tu vois, j'avais ce cliché, en fait, là. Et à l'époque, peut-être, c'était plus le cas que maintenant. Enfin, je sais pas, après, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on voulait pas. On voulait vraiment partir tous les deux, organiser notre truc tous les deux. Et je t'avoue, je ne me souviens pas comment j'ai organisé ce road trip. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai dû le faire sur papier ou sur Word, tu vois. Et j'ai dû imprimer parce que j'ai fait ça pendant de nombreuses années ensuite. J'ai changé ma façon de m'organiser maintenant, mais au début, c'était plutôt ça, quoi. Voilà, j'ai dû préparer en gros ce road trip et puis on est parti 2 semaines et demie entre San Francisco, Los Angeles et la plupart des parcs nationaux américains de l'Ouest. D'accord. Donc le tour un peu brochure finalement, si on doit dire les road trips américains. Ouais, c'est ça. À mon avis, j'ai dû regarder sur Internet et puis sur les petites brochures données par les agences de tourisme. Et puis j'ai dû me baser sur ça et voilà, comme on n'y connaissait rien, en fait, je me suis dit on va faire le classique, quoi. Ouais. Oui, voilà. Et puis on est tombé complètement dingue. Pas des US parce que forcément on connaissait que la Californie, soit en Californie, Nevada, Utah, on avait fait Arizona aussi. Mais l'Ouest américain nous a beaucoup plu, mais on est surtout tombé amoureux de San Francisco. Et quand on est arrivé dans cette ville, vraiment, on s'est dit mais on adorerait vivre ici, ça serait trop chouette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très bonne semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. D'accord. Donc il y a ce côté où quand on est célibataire, en plus français, à l'étranger, ça plaît aux femmes aussi. Hein, donc moi je me suis fait plaisir comme ça.